Bienvenue sur Plotoria. Aujourd'hui, il n'est pas question de héros. Il s'agit d'un jeu de réalité virtuelle appelé la Tour des Épreuves. D'un gamer hardcore. D'un streamer. D'un type ordinaire qui gaspille sa vie à essayer de battre un jeu qui ne lui a jamais rien donné en retour. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Quand l'univers décide de plonger l'humanité dans la panique et le désespoir, il y a un homme qui réalise que ce bouleversement a rendu toutes ses souffrances utiles. Alors prenez de quoi grignoter et installez-vous confortablement, car une fois que la tour se met en mouvement, il n'y a pas de bouton « Recommencer ». Commençons. Le feu dévorait le hall tandis que des épées s'entassaient au sol comme des promesses ratées, et quelque part dans les journaux du système, les chiffres cessèrent d'être abstraits. 79 tentatives. 315 000 morts. Voilà à quoi se résumait le progrès de l'humanité, réduit proprement à un compte à rebours qui se moquait de toute notion d'héroïsme. Tout ça pour conquérir la tour des épreuves. L'alerte défilait en temps réel, 58 minutes, 33 secondes, puis 32, puis 31. Et à chaque seconde arrachée, la panique se répandait plus vite que les flammes. Dans un bureau, un homme explosa en premier, en voyant des papiers volés et frappant son bureau comme si la violence pouvait forcer le temps à ralentir. Dans les rues, les gens firent ce qu'ils faisaient toujours quand la fin du monde arrivait avec un son de notification. Ils fixèrent leur téléphone, horrifiés, comprenant tous au même instant. Le 48e étage de la tour des épreuves diffusait l'avis de décès de l'humanité. Le hall de cet étage était une fournaise de corps brisés et de pierres en feu, des joueurs morts éparpillés comme de l'équipement abandonné. Les messages continuaient d'affluer sur le stream. Quelqu'un nommé Raccoon Man fit ses adieux au monde entier, et pendant une demi-seconde, cela sembla presque réconfortant. Puis quelqu'un appelé Climbé répondit, demandant à tout le monde d'attendre encore une seconde, parce qu'apparemment l'espoir n'avait pas encore lu le bilan des morts. C'est alors qu'un homme enveloppé d'une aura bleue violente tomba dans l'enfer comme un point final au bout d'une phrase. Le système annonça l'entrée d'un challenger sur le territoire du souverain du 48e étage, un dragon rouge nommé Destia, et soudain le chat s'anima comme s'il avait senti le sang. Le challenger apparut à l'écran. Un masque couvrant son visage, une dague à la main. Climbé tapa à nouveau, insistant sur le fait qu'il restait encore des gens prêts à défier la tour, tandis qu'un autre spectateur notait sèchement que ce challenger arrivait dans une situation vraiment catastrophique. Le nombre de spectateurs dépassa les 7500, car rien ne rassemble une audience comme une exécution en direct. Le dragon s'assura de mériter l'attention. Une masse colossale d'écailles et de crocs grogna, si immense que le challenger paraissait insignifiant en comparaison, et ses yeux brûlants se posèrent sur le nouvel arrivant avec un mépris blasé. Baissant la tête, le dragon se demanda à voix haute pourquoi les humains n'apprenaient jamais à abandonner, demandant si, après avoir perdu autant des leurs, ils revenaient vraiment encore une fois. Ce n'était pas tant une question qu'un sermon livré avec des crocs. Le challenger répondit instantanément, levant les yeux derrière son masque avec un calme capable d'irriter les dieux. Il déclara qu'il y avait encore beaucoup à faire avant de cuisiner un lézard surdimensionné pour le dîner, et fit presque poliment remarquer qu'il arrivait pile à l'heure. Cela suffit à faire craquer le dragon. Les dragons, surtout, n'étaient pas des êtres qu'on tournait en dérision à cause de leur fierté. Le dragon gronda, avertissant que la souffrance pouvait facilement être aggravée, et leva une patte massive tandis que la magie se rassemblait comme une tempête prête à éclater. Puis il s'arrêta en plein milieu de sa menace, décida que parler à un insecte était inutile, et passa à l'action. Des chaînes jaillirent d'un cercle magique lumineux sous les pieds du challenger, lui en serrant les jambes et l'immobilisant comme un lapin pris à la chasse. Le dragon déclara que la fin du challenger était insignifiante et abattit sa patte avec une force écrasante. La pierre vola en éclats, le sol s'effondra, et tout dans un rayon de plusieurs mètres fut réduit en gravat. Un battement passa, juste assez long pour que le public en tire la conclusion évidente. Puis une voix trancha la fumée, demandant calmement si coincer quelqu'un et attaquer immédiatement n'était pas un peu prévisible. Le dragon se tourna, stupéfait, et il était là,
indemne, debout non loin du point d'impact. Le Challenger expliqua tranquillement qu'observer les mouvements du dragon rendait ses intentions douloureusement évidentes. Des flammes jaillirent de la gueule du dragon alors que la rage l'envahissait, et il demanda comment sa compétence de lien avait pu être dissipée instantanément. Il qualifia l'homme d'impressionnant, mais avec le ton qu'on utilise juste avant de promettre l'agonie. Redressant la tête avec une menace théâtrale, le dragon annonça que le Challenger avait simplement choisi une mort plus douloureuse, tout en accumulant une énorme quantité de flammes dans sa gueule. Un torrent de feu colossal déferla, balayant l'arène tandis que le dragon peignait délibérément le sol de destruction. Au lieu de brûler, le Challenger s'éleva. Il traversa les flammes comme si la gravité s'était lassée de lui, fonçant en avant tandis qu'une force lourde et menaçante s'enroulait autour de la lame dans sa main. En un éclair, il frappa. Le coup s'écrasa en plein visage du dragon, et il bondissait déjà en arrière tandis que la bête reculait, la tête baissée, jurant de rage. Le coup atteignit l'œil, et une épaisse aura violette marqua désormais la cicatrice là où se trouvait autrefois la vue du dragon. La bête ne fit que s'enrager davantage, déployant ses ailes en rugissant qu'elle ne laisserait jamais ce humain repartir vivant. Une fenêtre système clignota, annonçant que le dragon utilisait sa compétence, souffle. Et le Challenger se mit à réfléchir. Il nota que tout le donjon se trouvait sous le souffle du dragon, et ajouta calmement qu'il n'y avait aucune raison pour lui d'esquiver ce qui arrivait. Il leva sa main gauche, qui se mit à briller de plus en plus fort tandis que des particules système tourbillonnaient autour. Un nouveau message apparut, indiquant que les mémoires du monde étaient en cours d'accès. Derrière lui, le contour holographique d'une structure massive commença à se former, irréel et écrasant. Il tendit la main, déclenchant une autre alerte, une bibliothèque infinie de compétences enregistrées était en cours d'assemblage. Il en nomma une, feu infernal, et une sphère de flamme s'embrasa au-dessus de sa paume. Relevant sa lame, il invoqua la compétence larme noire pour l'enflammer, et le métal répondit, éclatant de flammes sombres qui engloutirent le tranchant de l'arme. Le dragon ricana, le traitant d'idiot, la magie du feu déferlant autour de son corps massif. Il se moqua de l'idée que de si pitoyables compétences empruntées puissent avoir de l'importance, criant qu'il ne tomberait jamais face à un tel pouvoir. Le Challenger leva la lame en feu près de son visage et répondit que, justement, c'était vrai. Puis il ajouta la partie qui effraya réellement les dieux. C'était pour cela qu'il allait créer quelque chose de nouveau. Il nomma les deux pouvoirs, feu infernal et larme noire, et leur ordonna de fusionner. Les flammes se tordirent ensemble, le rouge infernal heurtant l'obscurité abyssale, et le système annonça immédiatement la fusion de deux compétences de rang S. Le Challenger analysa le résultat en temps réel, notant que ce qu'il venait de créer les dépassait. Même un dragon, affirma-t-il, ne pourrait pas endurer cela. La fusion était terminée. Là où le feu flottait auparavant, une masse magique colossale pendait désormais au-dessus de lui, enveloppée d'une aura qui semblait ne pas avoir le droit d'exister. Une autre notification retentit, identifiant le résultat comme le souffle d'Éthérion, le dragon du néant. Une compétence de rang SSS. Le dragon fixa la scène avec une horreur béante, demandant si c'était réellement le souffle suprême autrefois manié par l'un des anciens. Dans son esprit, la vision du dragon ancien Éthérion surgit. Un corps colossal masqué, étouffant le monde sous une présence écrasante. Le dragon cria son incrédulité, exigeant de savoir comment un humain pouvait recréer une telle compétence. Le Challenger répondit en retirant son masque. Il se présenta comme Kang Jinu, un sourire malveillant fendant son visage tandis qu'il expliquait que l'échec répété avait tendance à rendre plus intelligent. Le feu brûlait dans ses yeux lorsqu'il dit au dragon que ce n'était pas non plus la première fois qu'il le tuait. Et il déclara qu'il était également un gamer hardcore. Puis tout bascula. Une voix différente, plate et blasée, commenta depuis un écran la signification d'un « jeu poubelle ». Il les décrivait comme des jeux ennuyeux, déséquilibrés, gérés par des entreprises catastrophiques. Un homme était assis à un bureau, baigné par la lumière des écrans, démontant les jeux avec une irritation maîtrisée. Il se plaignait de la difficulté absurde, et ses pensées dérivèrent vers une tour massive se dressant dans l'espace virtuel.
Un jeu de réalité virtuelle appelé la Tour des Épreuves incarnait un peu trop parfaitement tous les défauts qu'il décrivait. Il se souvenait de la sortie du jeu, lorsque des gamers hardcore obstinés l'avaient pris comme une insulte personnelle, se jetant à corps perdu contre ses systèmes et ses missions. Des joueurs de toutes les classes s'étaient rués dedans, refusant de manger ou de dormir, convaincus qu'ils pouvaient surpasser le jeu. Mais 3 ans plus tard, la réalité s'imposa. Des boss mortels, des monstres impitoyables, des pièges effaçant les joueurs sans effort, et des environnements punissant la curiosité par la mort prouvèrent une chose clairement. La tour des épreuves n'était pas censée être terminée. Ses souvenirs l'entraînèrent au-delà d'un gardien de porte invincible. Des héros figés dans un désert polaire à 60 degrés, où une heure signifiait la mort. Et un labyrinthe s'étendant sur plus de 10 000 kilomètres. Quoi que ce fût, cela n'avait jamais été un simple divertissement. C'était de la torture. Et avec ce verdict final, il jeta violemment son casque VR au sol, comme si fracasser du plastique pouvait punir un jeu. Il déclara que le jeu était devenu vide, puis se corrigea, presque vide, car même dans l'échec, il refusait de mourir proprement. Son souvenir retourna au couloir de la tour, où les murs étaient détruits, le sang maculait le sol et les débris jonchaient tout ce qui avait autrefois ressemblé à du progrès. Il se souvenait que seuls quelques joueurs hardcore obstinés continuaient de défier cette difficulté maudite, refusant de laisser la tour avoir le dernier mot. Ginu se tenait tout en haut, respirant difficilement, la sueur coulant sur son visage. Les notifications s'empilaient devant lui. Le système annonça la conquête du 50e étage, puis enchaîna en le félicitant comme la première personne à avoir jamais terminé la tour des épreuves. Il fixa l'écran, épuisé, serrant un bras ensanglanté, et se demanda si tout cela était réel. Il murmura que c'était en fait plutôt amusant. Au début, Kang Ginu expliqua qu'il était simplement curieux, précisant que, contrairement aux autres, il ressentait un véritable accomplissement en trouvant des moyens de nettoyer les étages, en réalisant l'impossible, en élaborant des stratégies originales. Il termina donc la tour de la seule manière dont elle pouvait l'être. En répétant tout jusqu'à ce que cela s'imprime dans sa mémoire. Les souvenirs affluèrent d'un coup, étage après étage, erreur après erreur, puis le chiffre le frappa. 11 ans. C'est le temps qu'il avait passé dans cette tour. En partant, il se retourna et admit qu'il ne s'attendait jamais à terminer chaque étage. Il plaisanta même en disant qu'il aurait peut-être dû lancer un live. Ouvrant l'écran système et se demandant si le publier sur YouTube en vaudrait la peine. Il décida que même si le jeu était nul, il ferait quand même des vues, car la souffrance se vend toujours. Pile à ce moment, une notification en forme d'enveloppe apparut, le remerciant d'avoir continué à jouer à leur jeu. Mais peu après, un autre message suivit, annonçant une mise à jour de redémarrage dans 12 heures. Ginu sourit, sincèrement curieux de savoir combien d'argent l'entreprise brûlait encore. Il se laissa glisser au sol, adossé à un mur brisé, riant parce que le jeu n'avait jamais fait de profit de toute façon. Ce rire se transforma en crispation lorsque l'espace de jeu commença à s'effondrer. Il déclara qu'aucune mise à jour de redémarrage ne le ferait jamais revenir dans ce jeu maudit, et retira enfin son casque VR pour de bon. Il dit qu'il quitterait aussi son travail de streamer sur YouTube aujourd'hui. La seule chose qu'il avait maintenu financièrement à flot. À 27 ans, sans famille et avec un revenu mensuel à peine suffisant, il admit que cela ne pouvait pas durer éternellement. Sa chambre confirma immédiatement cette vérité, des sacs poubelles partout, des canettes de boissons énergétiques empilées comme des trophées de mauvaises décisions. Il pensa à prévenir son coach qu'il ne s'entraînerait pas pendant un moment, puis se dirigea vers la fenêtre et l'ouvrit. Le ciel nocturne lui répondit, les étoiles éparpillées dans l'obscurité, et il se rappela qu'on lui avait autrefois dit de viser une carrière professionnelle dans le combat. À présent, décida-t-il, l'argent comptait plus que les rêves. La lune était haute au-dessus de son appartement lorsqu'il lança son stream. En 3 minutes, 20 spectateurs rejoignirent la diffusion, demandant immédiatement pourquoi il streamait si tôt. Il rit en lisant le chat, tandis que sa table débordait de nourriture et de soda, provoquant des plaisanteries de la part des spectateurs. Puis son expression changea.
La tension frappa de plein fouet, et il dit au chat qu'il avait quelque chose d'important à annoncer, déclenchant instantanément l'indignation et la panique dans les commentaires. Il fit une pause, se ressaisit, puis attrapa une tasse d'alcool et en rit, prétendant qu'il plaisantait avec eux. Mais en buvant une gorgée, il décida qu'il annoncerait la fin de sa carrière le lendemain. 3 bouteilles et un stream plus tard, le monde devint flou, et le sommeil l'emporta. Le matin le frappa violemment, la lumière du soleil se reflétant sur les bouteilles vides. Ginu gisait là, vidé et misérable. Notre protagoniste se força à se lever, se tenant la tête et l'estomac douloureux. Il se dit qu'il devait publier immédiatement la vidéo du clear de la tour. Allumant son ordinateur, ses yeux se figèrent lorsqu'il vit qu'un live intitulé La Tour des Épreuves était soudainement apparu dans le monde réel. Il resta sans voix, regardant en état de choc. Et il entra lui aussi dans le live. Tout le monde était sans voix, la panique partout. Des murmures s'élevaient tandis que tous levaient les yeux vers la tour géante. Le streamer informait les spectateurs de tout ce qui se passait. Un utilisateur nommé Melony Watermelon leur avait donné des informations sur la tour. Elle venait d'un jeu nommé La Tour des Épreuves, sorti il y a 11 ans. Et comme ça, le ciel devint rouge, et les nuages commencèrent à se rassembler autour de la tour. Ginu remarqua immédiatement les similitudes. Ce ciel rouge sombre était exactement le même qu'au début du jeu. À cet instant précis, une notification système se matérialisa devant lui, annonçant la fin de la première phase de la nouvelle mise à jour. Dehors, la ville plongea dans l'obscurité. Le ciel brûlait de rouge. Un autre message déclara que tous les joueurs avaient 90 jours pour terminer la tour. Le même message apparut partout, dans les maisons, les rues, les écoles. Des mères et des enfants le lurent en silence, abasourdis, tandis que la notification suivante l'exprimait sans détour. Car s'ils échouaient, l'humanité serait détruite. La chaise derrière lui bascula tandis que Ginu fixait l'écran, une sueur froide glissant le long de son visage. Un nouveau message système affirma que l'adaptabilité de l'humanité augmentait rapidement. Pendant ce temps, Ginu se força à rester calme, même si la peur transparaissait dans ses yeux. Il enfila une veste, pensant que si la tour était désormais réelle, hésiter signifiait mourir. Il jaillit hors de l'appartement et se mit à courir. Il devait récupérer cet objet avant que quelqu'un d'autre ne le fasse. La cage d'escalier devint floue tandis qu'il sautait les étages d'un seul bond, un sourire dangereux se dessinant sur son visage alors que son cœur battait à tout rompre. Car même si la fin du monde arrivait, il se sentait excité. Ville centrale sombra dans le chaos. Des gens criaient à propos des voies d'évacuation, des vols, des pays étrangers, tandis que d'autres hurlaient que ces satanées tours étaient partout et que nulle part n'était sûr. Ginu se fraya un chemin à travers la foule, jusqu'à ce qu'il s'arrête à l'entrée du métro, réalisant que ce n'était pas un moment pour fuir, mais pour avancer. Il descendit, se souvenant que cette zone se trouvait juste en dehors du territoire de la tour et faisait partie des 30 régions externes de Corée. C'était celle la plus proche de lui. Sous terre, il y avait des magasins, et un panneau indiquait Centre commercial souterrain central. À côté, une fontaine immaculée et des statues d'anges se dressaient, se moquant de la peur qui les entourait. À l'instant où Ginu entra, une notification système confirma la zone de l'événement. Notre garçon observa la foule et les reconnut immédiatement. Chacun d'entre eux avait joué le début de la tour des épreuves. Ils se regardaient en silence, et il comprit pourquoi. Des objets allaient bientôt apparaître, seulement quelques-uns, peut-être 5 si la chance était de leur côté. C'est alors que quelqu'un appela son nom. Ginu se retourna, surpris, et vit un homme arborant un large sourire en le reconnaissant. C'était Lee Jong-su, un streamer de Paprika TV avec un demi-million d'abonnés, représentant de sa société, et une véritable réussite professionnelle. Ginu le fixa, lui demandant s'il ne devrait pas être en train de streamer dans sa chambre. Jong-su désigna la foule d'un geste et sourit, demandant ce qui pouvait bien avoir plus d'importance que d'être là, maintenant. Il donna un coup de coude à Ginu et lui demanda nonchalamment jusqu'à quel étage il était arrivé, se demandant pourquoi un collègue cacherait quelque chose comme ça. Il voulait connaître les secrets.
collègue. Le mot résonna désagréablement dans l'esprit de Jinu tandis que des souvenirs de diffusion commune passée refaisaient surface, suffisamment tranchants pour lui rappeler exactement à quel point ce sourire était faux. Jinu déclara que l'entreprise que Jongsu avait bâtie était un piège, où d'innombrables streamers étaient trompés par des contrats injustes, s'enfonçant toujours plus profondément à mesure qu'ils diffusaient. Plus ils protestaient fort, plus vite leur voix était écrasée par la force juridique, et le système continuait de les dévorer vivants. Il poursuivit, se souvenant de la façon dont les collègues avec qui il était parti de rien, les amis qui avaient partagé les efforts, disparaissaient un à un. À ce moment précis, Jongsu l'interrompit, agrippant l'épaule de Jinu comme s'ils étaient encore en bons termes. Jongsu le complimenta, le qualifiant de grand joueur et de streamer mukbang talentueux, souriant chaleureusement tout en lui proposant d'améliorer le contrat rien que pour lui. Traitement spécial, meilleures conditions, accord privé, la générosité classique quand l'équilibre des pouvoirs commence à vaciller. Jinu lui répondit froidement et déclara que le monde avait changé. Puis il asséna un coup de tête à Jongsu en plein nez, lui disant qu'il ne lui appartenait plus. Le sang jaillit, deux dents heurtèrent le sol, et Jongsu s'effondra en se tenant le visage. Jinu le regarda de haut et admit qu'il se sentait plus léger intérieurement, puis se détourna sans hésiter. Il était temps que l'événement commence. Alors qu'il avançait, des éclaboussures d'eau commencèrent à tourbillonner autour de la fontaine. L'eau bouillonnait, tremblait. Et soudain, un arbre massif jaillit hors de l'eau. Son feuillage était luxuriant, sa présence rayonnait de puissance, et une forte aura balaya la zone. Les joueurs restèrent figés de stupeur, fixant la mangrove gigantesque. Jinu sourit, satisfait, disant que tout était exactement comme dans la tour des épreuves. Un message système apparut, annonçant que la mangrove de l'avidité continuait de croître. Puis des fruits rouges se formèrent parmi les branches. Des gouttelettes s'y accrochèrent, brillant faiblement sous l'aura chaude, irréelle, presque sacrée. Jinu expliqua calmement leurs effets, augmentation de l'agilité, de la force et du mana. Mais son expression changea rapidement. Il n'y avait que 4 fruits. La foule comprit instantanément. La seconde suivante, tout le monde se jeta en avant, grimpant, poussant, frappant, se battant comme des bêtes déchaînées. Un mouchoir taché de sang tomba au sol. Jongsu, toujours en sang, se tourna vers Jinu et cria que s'ils s'étaient alliés, ils auraient partagé la récompense. Et qu'ils auraient tous les deux gagné. Mais à présent, il était déjà trop tard. Jinu le fixa d'abord froidement. Puis, regardant de nouveau droit devant lui avec un sourire confiant, il dit à Jongsu de se taire, ce n'était pas encore le moment. Les autres devinrent de plus en plus désespérés. Quelqu'un arracha un fruit et le mordit avec avidité. Une fenêtre système apparut, annonçant une augmentation de plus 3 en agilité, et l'homme célébra la nouvelle en agitant les bras comme s'il avait gagné à la loterie. Jinu pensa que les joueurs ordinaires ne comprenaient même pas quel genre d'arbre c'était. Ceux qui jouaient à peine se concentraient uniquement sur le fait de manger, pas de survivre. Un par un, les gens commencèrent à tomber. Le visage de Jinu resta calme, impassible, tandis que les joueurs hardcore observaient, la tension s'épaississant. Puis son sourire devint plus sombre, car il savait exactement comment fonctionnait ce jeu sadique et maudit. Les racines de l'arbre fouettèrent soudain l'air comme des lanières, s'écrasant au sol avec une force terrifiante. Les gens reculèrent d'horreur lorsqu'un cri retentit, une fois tous les fruits mangés, l'arbre devenait mortel. La panique se propagea, et la foule s'enfuit, se précipitant devant Jinu, qui ne bougea pas. Même Jongsu se retourna pour fuir, jusqu'à ce que Jinu lui demande s'il abandonnait vraiment. Jongsu cria oui sans hésiter. Il refusait de mourir dès le début du jeu. À cause d'un arbre, en plus de ça. Déçu, Jinu dit que la véritable récompense de l'événement n'apparaissait qu'après que tous les fruits avaient été consommés. Jongsu s'arrêta, la sueur coulant sur son visage, et demanda si c'était vraiment vrai. Jinu lui demanda en retour pourquoi il était encore là si ce n'était pas le cas. La réalisation le frappa, et Jongsu comprit pourquoi Jinu n'avait jamais tenté de prendre un seul fruit. Le représentant sourit largement,
affirmant qu'il pouvait déjà sentir la douceur. Un peu gêné, essayant de ne pas trop dévoiler son excitation, il demanda quel était le plan. Jinu pointa l'arbre en furie et dit qu'il devait s'en approcher. Venir de côtés opposés en même temps réduirait les risques, et hésiter signifierait la mort. Jongsu accepta immédiatement, Jinu voulait distraire l'arbre. Le représentant ajouta que ce n'était pas non plus son premier jeu. Ils bougèrent. Jinu partit d'un côté. Jongsu de l'autre. Les racines de l'arbre s'étirèrent, massives et tranchantes. Jinu esquiva parfaitement, jetant un coup d'œil pour voir Jongsu immobile, affichant un rictus fou. Jongsu se moqua de lui, disant à Jinu d'aller servir d'appât pendant qu'il récupérerait le prix ensuite. Mais Jinu esquiva encore avec facilité et pensa combien il était soulagé. Son sourire revint, plus acéré, réalisant que Jongsu n'avait absolument pas changé. Une racine massive fonça vers Jinu, le manquant de peu. Mais il le savait déjà. Car la seconde suivante, cette même racine se redirigea vers Jongsu. Contrairement à ce que Jongsu croyait, le véritable appât, c'était lui depuis le début. En un instant, elle s'enroula autour des jambes du représentant. D'autres racines suivirent, l'immobilisant complètement. Jinu, sans se retourner, avança, ignorant les cris derrière lui. Jongsu supplia, en pleurs, demandant pourquoi cela devait arriver. Jinu ne s'arrêta pas, il jeta juste un regard en arrière avec un sourire malveillant, demandant pourquoi il devrait aider maintenant. Suggérant à Jongsu de le dénoncer à ses merveilleux avocats. Les racines se resserrèrent, les larmes coulèrent. Et avant que Jongsu ne puisse finir de supplier, l'arbre l'écrasa en une bouillie sanglante. Bon voyage, ordure, pensa Jinu en s'approchant de l'arbre. Les racines attaquèrent de nouveau. Jinu calcula les angles, gauche, 22 degrés, droite, 35, ses yeux suivant tout à la fois. Les racines convergèrent, mais Jinu redirigea la charge, forçant les racines à entrer en collision entre elles. Puis les racines déviées s'écrasèrent contre le tronc. Des fissures se propagèrent, l'écorce vola en éclats, et la structure céda. Au point d'impact, quelque chose fut exposé. Un petit cœur pulsait au centre du tronc, battant rapidement, dense d'une énergie violente, et Jinu le reconnut instantanément. Le cœur de la mangrove s'était révélé, et il sourit avec un sarcasme sec, car pas une seule variable n'était différente de ce qu'il connaissait déjà du jeu. Chaque angle, chaque mouvement, chaque réaction correspondait à sa mémoire, ce qui signifiait que l'arbre ne pouvait plus vraiment le surprendre. Il n'y avait qu'une seule façon de le détruire. Le forcer à se détruire lui-même. Un fragment de racine brisée attira son regard, et Jinu le saisit tandis que ses pupilles s'embrasaient d'écarlate. Il fixa l'arbre en furie et se rappela que ce n'était qu'un événement, il ne gagnerait aucune expérience avec ce combat. Au mieux, il obtiendrait une place au Panthéon. Il suggéra donc calmement qu'ils cessent de perdre leur temps mutuellement. Cela suffit à offenser l'arbre. Les racines se levèrent, et une alerte système annonça l'activation de la compétence liane vampirique. Jinu claqua la langue, admettant que même avec son expérience, esquiver proprement ces branches ne serait pas facile. Les racines, enveloppées d'une aura sinistre, foncèrent vers lui, et son corps se tendit tandis que l'instinct prenait le relais. Il fit pivoter le morceau d'arbre et dévia l'une des racines avec un impact sourd. Mais elle passa si près qu'elle lui rafla la joue. La racine déviée s'écrasa au sol avec assez de force pour fissurer la pierre. Les attaques suivantes arrivèrent, et Jinu les renvoya avec précision, notant calmement que s'il ne pouvait pas esquiver, alors tordre les trajectoires de cette façon était sa seule option. Plusieurs racines fusionnèrent soudain en une seule, comme si l'arbre était en colère. Une branche massive se forma et chargea, accélérant droit sur lui. « Il n'y a rien à craindre, dit-il immédiatement. » Son œil droit s'embrasa d'une aura bleue, et chaque racine entrante fut déviée sans toucher sa cible. Elles s'écrasèrent ailleurs, déchirant le sol tandis que Jinu avançait sans se presser, souriant avec une seule égratignure sur le visage.
Notre garçon remarqua qu'il avait déjà joué cette partie bien trop de fois pour être impressionné. La sueur perla, sa respiration se fit plus courte, et il sut qu'il était proche. Derrière la couronne verte de l'arbre, une lueur brillante vacilla. Des papillons bleus s'élevèrent des feuilles, et Ginu fronça les sourcils dès qu'il les identifia. Des papillons du sommeil. Il couvrit son visage tout en esquivant, reconnaissant instantanément le pollen soporifique et pensant à quel point il était mortel si l'on ignorait l'astuce. La solution était simple, alors il retint sa respiration et chargea en avant. Les papillons lumineux l'encerclèrent, mais il les ignora, se concentrant sur le tronc creux strié de veines rouges. Ginu projeta sa main en avant et attaqua, secouant violemment les branches. Les dents serrées, il frappa le tronc de sa paume. Une onde de choc déchira l'espace, une lumière éclata, et ses cheveux noirs furent rejetés en arrière tandis que la chaleur flamboyait dans ses yeux. Les racines jaillirent d'en bas tandis que les feuilles brûlées fumaient, puis le système l'annonça. Ginu était devenu le premier à abattre la mangrove de l'avidité. L'arbre se fendit nettement en deux, perdant ses couleurs en se flétrissant. Ginu rit, sincèrement surpris que les schémas de prise et les recherches de timing qu'il avait répétés pendant des années portent leurs fruits ainsi. Pour une fois, il se sentit reconnaissant pour chaque répétition fastidieuse. Le système enregistra l'exploit au Panthéon et demanda son nom. Ginu hésita, réalisant immédiatement que ce système de pacotille exigeait des informations personnelles. Il refusa catégoriquement. Rester anonyme était crucial, surtout révéler qu'il faisait partie des anciens meilleurs joueurs attirait le chaos. Le système fit un compromis, lui attribuant le nom inconnu, promettant un visage flouté et une voix modifiée. Ginu accepta, sachant que l'anonymat total était impossible, mais que cela suffirait. Il plongea la main dans le tronc fendu, cherchant avec soin. Sa main se referma, et un sourire satisfait s'étendit sur son visage. Une petite sphère de jade reposait dans sa paume. Le système confirma, orbe de l'arbre acquise. Ginu calcula immédiatement. Si les fruits accordaient 3 points de statistique, l'orbe devait en valoir 12. Un niveau offrait 3 points, donc cette orbe à elle seule le propulsait bien au-delà des limites normales. Ginu fixa l'orbe lumineuse, l'incrédulité s'insinuant en lui, car rien d'aussi efficace ne devrait exister, même au-delà du 50e étage. Alors, sans hésiter, il l'avala. Un éclair aveuglant jaillit dans sa poitrine, la puissance affluant dans son corps. Puis notre garçon examina attentivement le panneau système. Niveau 1. 12 points de statistiques disponibles. Aucune compétence, aucune classe, aucune capacité unique. Juste des statistiques moyennes. Ginu sourit. Parce que tout cela n'avait aucune importance. Il était désormais le niveau 1 le plus puissant du monde. 1 heure plus tard, les titres explosèrent en ligne à propos du premier clear de la mangrove de l'avidité. Mais quelque chose de bien plus effrayant fut annoncé par le système, la vidéo du clear serait partagée dans 10 minutes. Le chat explosa, les commentaires affluèrent, et la plupart des gens rejetèrent cela comme une absurdité au début. Puis les images furent mises en ligne. Un Ginu recouvert de mosaïques apparut, frappant l'arbre, et le doute s'effondra instantanément. L'admiration afflua, mêlée d'incrédulité, mais la réaction fut unanime. Puis autre chose suivit. Des offres. Un utilisateur se faisant appeler directeur par Kozik le contacta, proposant un contrat avec 10 milliards d'avance et 100 millions de wons par mois. Un autre, Dog Dragon, promit de l'argent illimité si Ginu prenait contact. Ginu fixa son téléphone, se demandant silencieusement si c'était vraiment si choquant. Battre l'arbre monde au niveau 1 était difficile, oui, mais pour lui, ce n'était pas miraculeux. Puis il se souvint de quelque chose d'important. Tout le monde n'avait pas atteint la fin du jeu de la tour. Il se surprit à juger les autres selon ses propres standards et détourna le regard. En regardant l'écran, d'autres pensées affluèrent. Les chiffres. 1 milliard de wons. Sa vie défila, loyer en retard, nourriture bon marché, resté affamé pendant des jours juste pour économiser assez pour une vidéo de mukbang. Un jour plus tôt, il aurait accepté sans hésiter. Mais maintenant,
face à l'arbre détruit dans sa mémoire, Jinnu savait mieux. Il n'allait pas partager ses connaissances du jeu. Pas pour 1 milliard. Pas pour 10. Jinnu serra le poing et sourit intérieurement, comprenant la véritable priorité. L'information n'était plus du pouvoir. C'était tout, et il comptait la garder pour lui seul. Tenant le téléphone mollement, Jinnu pensa à sa prochaine destination, et son esprit dessina un grand bâtiment sombre s'élevant au-dessus de la ville. Il savait grâce au jeu que le mana de la tour des épreuves se répandait désormais dans chaque recoin de Séoul. Mais notre garçon savait aussi que le mana avait transformé les reliques laissées hors de la tour en reliques sacrées. Derrière un verre renforcé, une épée longue flottait, et éclairée par 2 projecteurs, sa surface s'évaporant lentement sous la pression du mana. Jinnu l'a reconnu immédiatement, ce n'étaient pas de véritables reliques sacrées, mais des répliques, des échos bon marché d'objets légendaires qui n'existaient pleinement qu'à l'intérieur de la tour. Il consulta de nouveau son téléphone et calcula où le plus de répliques apparaîtraient. La réponse se trouvait juste devant lui. Le musée national de Corée. Une cruche, un bouclier, une épée et un parchemin gravé de hiéroglyphes flottaient dans les airs, et Jinnu comprit que cet endroit n'était rien de moins qu'un entrepôt de reliques. Ses sourcils se froncèrent, car contrairement à la mangrove de l'avidité, qui n'apparaissait que dans cet endroit de Séoul, ce musée était unique. Cela signifiait que tout le monde viendrait chercher les reliques. Et parmi eux, des anciens joueurs de haut niveau seraient à l'affût. Alors que sa main se crispait sur la poignée de porte, le système confirma son entrée dans une zone d'événement. À l'intérieur, c'était plus calme que prévu. Trop calme. Ses dents se serrèrent lorsqu'il aperçut le cadavre brûlé affalé contre un mur calciné. Jinnu l'accepta immédiatement. Le monde avait changé, et les gens changeaient encore plus vite. L'intrépidité arrivait avant le jugement. Et comme prévu, quelqu'un était arrivé avant lui. Il jeta un regard vers l'escalier, sachant déjà où se trouvaient les véritables cibles, les reliques des salles de l'ère médiévale et de l'ère classique. Parmi elles, un objet dominait tous les autres. La grande carte de la Terre de l'Est. Elle débordait d'énergie magique et contenait toutes sortes de données sur la tour des épreuves. Marquait des emplacements des labyrinthes, des ruines, des monstres, de tout ce que les gens mouraient d'envie de savoir. Jinnu imagina d'innombrables mains se tendant vers elle, même si elle ne cartographiait que jusqu'au 10e étage. Mais cela suffisait amplement à rendre les gens fous. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les véritables trésors n'étaient pas les plus évidents, comme la carte. Une cruche en céramique se brisa tandis que des cris éclataient, du sang et des fragments se répandant sur le sol du musée. Un homme aux épaules larges s'avança, les bras croisés, déclarant que quiconque bougerait mourrait. Quelqu'un éclata de rire à son visage. La menace de l'homme s'effondra instantanément sous une pluie d'insultes, tandis que le sang goûtait d'un marteau déjà marqué par l'usage. Sa patience se brisa, ses yeux brûlant de rouge tandis qu'il criait qu'il ne comprenait pas à qui ils avaient affaire. La seconde suivante, les vêtements se déchirèrent, les muscles gonflèrent, et la question arriva trop tard, possédait-il une capacité personnelle? Il se transforma. Peau grise, forme monstrueuse, rage débordante tandis qu'il revendiquait la carte pour lui seul. Un homme plus âgé, portant un gilet bleu, rit doucement, les yeux fermés, disant qu'il ne pouvait pas être d'accord. Ce rire scella son sort. L'homme le menaça et demanda au vieil homme s'il avait perdu la raison. Peut-être que l'âge l'avait rattrapé. Cependant, la réponse du vieil homme fut directe, son nom n'était pas « le vieil homme », mais Min Jingguo. L'homme transformé fut déconcerté. Pourquoi cela avait-il la moindre importance? Il n'en savait rien. Sa colère l'emporta. Il le menaça alors, disant qu'il écraserait le cou du vieil homme comme celui d'un poulet. Mais Min Jingguo claqua simplement des doigts. Et demanda ce qui serait le plus rapide, pour l'homme de lui saisir le cou ou pour lui de se transformer en cendre. Une flamme jaillit de son doigt. L'homme transformé comprit immédiatement qu'il s'agissait de magie. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, Min Jingguo lui dit d'attraper et envoya ses flammes vers lui. Le feu engloutit entièrement l'homme transformé. Et instantanément, ses cris cessèrent, sa chair noircit, et seuls des restes calcinés s'effondrèrent au sol. Jingguo se détourna,
les mains derrière le dos, remarquant que des paroles imprudentes entraînaient souvent des catastrophes. Souriant dans le dos de Jinguo, une autre silhouette apparut. La jeune fille lui dit que sa magie de feu rendait vraiment l'environnement chaud. Elle se disait ravie de s'allier avec Jinguo. Jinguo tourna la tête et demanda à Li Yuri si elle avait déjà récupéré les objets. Yuri, avec un sourire, acquiesça rapidement. Puis, touchant une petite statue d'Anubis, disant que cela suffirait. Une lumière violette jaillit de ses yeux, des lignes se propagèrent, et elle avertit que quiconque bougerait ferait face à Anubis. Un guerrier sombre se forma, lance à la main, les yeux rouges luisants. La terreur se répandit instantanément. Yuri continua de sourire et demanda calmement à tout le monde de coopérer. En voyant le soldat d'Anubis, les jeunes hommes comprirent tous qu'ils n'avaient aucune chance de combattre cette chose. Ils lâchèrent donc leurs armes, criant leur reddition, offrant la carte et tout le reste. Yuri applaudit joyeusement, les remerciant, rayonnante. Jusqu'à ce que son expression change. Quelqu'un marchait encore, regardant autour de lui, écrasant des débris sous ses pas. Jinnu entra, les mains dans les poches, observant calmement les ravages. Il commenta calmement qu'ils mettaient le bazar partout. S'ils ne se respectaient pas entre eux, le minimum, c'était de respecter l'histoire. Notre garçon ramassa un parchemin et en secoua la poussière, marmonnant qu'au moins, il n'était pas déchiré. Une voix appela le monsieur sans peur, et Jinnu jeta un regard en arrière vers la voix. Yuri cracha, les yeux en feu, exigeant de savoir si Jinnu trouvait ça drôle. Anubis frappa le sol, la poussière volant partout, et Yuri ordonna la mort de Jinnu. Anubis projeta sa lance vers l'avant. Pourtant, Jinnu ne bougea pas. Il agita la main, déviant la lance avec facilité avant qu'elle ne l'atteigne. L'arme s'écrasa derrière lui tandis que le sol se fissurait. Le silence tomba, les bouches restèrent ouvertes, et personne ne comprit ce qu'il venait de voir. Il ne l'avait même pas esquivé. Jinnu sourit, pensant qu'il n'avait aucune idée à quel point ces statistiques étaient absurdes. Il se tourna vers Yuri et lui demanda ce qu'elle comptait faire maintenant que la seule arme de son familier avait disparu. Elle s'inclina, ouvrit son sac à dos, et lui prouva calmement le contraire. D'autres figurines s'élevèrent, luisant d'une lueur sombre, flottant dans l'air tandis que le système annonçait l'éveil d'une relique réplique, l'avatar d'Anubis. Les yeux de Jinnu s'écarquillèrent, comme s'il jouait la surprise, mais en réalité, il n'était pas surpris du tout. Pendant ce temps, la sueur perlait sur le visage de Yuri, toujours furieuse, tandis que d'autres créatures se formaient. Elle lui demanda s'il avait encore envie de rire, maintenant qu'il était entouré de créatures d'ombre avec des armes et des boucliers. Jinnu sourit, félicitant la relique réplique et la qualifiant de « pas mal ». Mais en même temps, il nota que Yuri était impressionnante si elle arrivait à maintenir 5 invocations avec si peu de mana. Son esprit dériva vers la magie de Jinguo. Mais Jinnu savait avant de venir ici qu'il y aurait d'anciens joueurs qui n'étaient pas complètement débutants. Yuri le regarda avec une irritation évidente, serrant les dents en lui renvoyant ses propres mots. Qu'est-ce qu'il voulait dire par juste « pas mal » ? Jinnu leva paresseusement la main, estima son niveau et dit qu'il se situait quelque part entre correct et pas mal. Cette réponse passa très mal. Yuri l'accusa de vouloir se donner un genre et fit clairement comprendre qu'elle ne l'aimait pas, ce qui fit seulement plisser les yeux de Jinnu, soupirant comme un homme déjà fatigué par des gamins qui prétendaient être dangereux. Il décida que les mots étaient une perte de temps ici. Si l'écart était trop grand, Yuri ne pourrait pas le sentir de toute façon, alors il allait lui laisser le voir à la place. Un vieux bout de papier reposait dans sa main lorsqu'il l'envoya en l'air d'un geste, décidant qu'une petite démonstration suffirait. De l'énergie magique jaillit de sa paume levée, et le système annonça une injection dans une relique sacrée réplique, le tigre de pin. Le papier brûla, la réalité répondit, et le souverain de la montagne apparut. Un tigre massif se forma à ses côtés, le sol tremblant sous ses pattes, des yeux jaunes luisant d'autorité. Les yeux de Yuri s'écarquillèrent, sa voix se brisant tandis qu'elle marmonnait que ce n'était pas possible. Le système le désigna comme une créature sans nom d'une ère ancienne, et le tigre fixa Yuri, une masse écrasante de muscles et d'inéluctable.
l'avatar d'Anubi montra les crocs en réponse. Il n'aimait pas voir cet énorme tigre. Jinu, une main dans la poche, caressa calmement le tigre et se moqua de l'idée qu'un chacal ose grogner face à un roi de la montagne. Puis il pointa le chacal, annonçant d'un ton menaçant qu'il était l'heure du dîner. Le tigre obéit et bondit immédiatement. L'avatar d'Anubi leva son bouclier en réponse. Puis une seule griffe trancha horizontalement l'air, arrachant nettement la tête de l'ennemi d'un seul mouvement. Les avatars restants chargèrent, lance levée. Mais le tigre rugit et les massacra, les corps tombant les uns après les autres. Du sang macula son museau, il allait trop vite pour qu'on voie clairement, ses yeux lumineux ne faiblissant jamais. La sueur ruissela sur le visage de Yuri tandis qu'elle restait figée, l'horreur finissant par écraser sa confiance. Maintenant qu'elle faisait face seule au tigre des montagnes, elle pensa qu'elle avait entendu parler de nombreuses façons d'utiliser des reliques sacrées, mais jamais comme ça. La magie de la bête glissa sur sa peau comme si on la lui arrachait. Un éclair blanc au regard le plus furieux se dressa devant la fille, et à cet instant, elle comprit une chose très clairement. Elle ne pouvait pas gagner. Yuri s'effondra à genoux, les larmes montant tandis que la frustration lui broyait la poitrine. Elle avait cru avoir obtenu les objets les plus puissants, pour réaliser si tôt dans le jeu qu'elle avait tort. Jinu marcha vers elle, les mains dans les poches, tout comme son tigre, irradiant de confiance et de puissance. Yuri l'avait cherché, et Jinu venait simplement de lui montrer le canyon entre leurs niveaux. Notre garçon s'arrêta devant la fille, toujours tremblante au sol. Elle plaqua une main contre sa poitrine, levant les yeux vers lui, essayant de comprendre qui était vraiment cet homme. Il sourit et lui dit calmement de le lui donner. La confusion vint d'abord. Yuri demanda ce qu'il voulait dire. Forçant Jinu à s'agenouiller près d'elle et à répéter, exigeant le masque de Toutankhamon. Yuri serra de nouveau les dents et demanda à quoi ça servirait en Corée de toute façon. C'était inutile. Les yeux de Jinu se plissèrent, et au lieu de répondre, il fit signe. Le visage du tigre envahit son champ de vision lorsqu'il ouvrit la gueule. Son souffle chaud frappa son visage. Cela suffit à faire bégayer Yuri, acceptant de céder le masque. Parmi les vitres brisées, la fille ouvrit son sac à dos et sortit un masque en forme de pharaon ancien. Le système confirma l'acquisition d'une relique réplique, le masque de Toutankhamon. Jinu le saisit, satisfait de voir à quel point la seconde relique sacrée était tombée facilement entre ses mains. Yuri, secouée mais curieuse, demanda s'il visait la carte ensuite. Jinu s'était déjà retourné, pencha la tête et balaya ça d'un revers, disant que ça ne la regardait pas, surtout parce qu'il l'avait sincèrement oublié. Notre garçon tapota le tigre et lui ordonna de garder la zone, ajoutant que personne n'avait le droit de le suivre. Yuri serra sa poitrine, regardant la créature avec une peur totale tandis qu'une puissance sombre s'écoulait de ses pas. Jinu jeta un regard en arrière, satisfait. Les préparatifs étaient terminés. Il leva les yeux vers l'escalier et sut que le timing était parfait. C'était le moment. Des chiffres et des lettres marquaient les murs tandis qu'il montait, jusqu'à ce qu'une salle sombre apparaisse, scellée derrière du verre protecteur. À l'intérieur, un vase lumineux l'attendait. Non loin, la sueur coulait sur le visage du vieil homme Jinguo, qui essayait de comprendre comment Yuri avait pu échouer. Jinu serra le poing, se tenant juste à côté de Jinguo. Le vieil homme se demandait comment diable Jinu était arrivé là. Jinu n'avait sûrement pas pu passer Yuri. C'était impossible. Une lueur bleue se répandit sur l'entrée. Jinu posa une main sur son visage, reconnaissant une barrière de premier niveau. Et le vieil homme, surpris, le félicita en disant que ça ressemblait à quelqu'un qui savait de quoi il parlait. Jinguo la toucha prudemment, admettant qu'il n'avait jamais rien vu de tel, et confirma que la force brute et la magie seule étaient inutiles. Jinu tendit la main vers la barrière à son tour, fermant les yeux en cherchant un point où le flux de mana divergeait. Une fumée bleue s'éleva d'une sphère blanche gravée de symboles. Sans bouger la main, il lut mentalement le sceau au niveau du mana et dit au vieil homme qu'il pouvait briser la barrière, mais seulement à une condition. Jinguo écouta tandis que Jinu expliquait le plan, une magie de flamme continue appliquée de l'extérieur pendant qu'il entrerait récupérer les reliques.
Jinguo fronça les sourcils, comprenant que cela signifiait faire tout le travail pendant que Jinu prenait le risque à l'intérieur. Jinu, comprenant la position du vieil homme, expliqua qu'il ne pouvait pas utiliser une magie assez puissante assez longtemps pour affaiblir la barrière. Mais le vieil homme, si. Donc même si c'était difficile de faire confiance, notre garçon précisa que c'était la seule méthode possible. Le temps pressait de toute façon, alors ils voulaient tous les deux quelque chose avant de partir, pas vrai? Alors Jinu promit au vieil homme la carte, la proposant volontairement, parce qu'il voulait autre chose de toute façon. Jinguo hésita, puis soupira, décidant que la confiance était sa seule option. Il voulut confirmer une dernière fois si Jinu laisserait le vieil homme prendre la carte. Jinu répondit rapidement que oui. Il ne voulait pas se faire un ennemi qui était un mage de haut niveau. Ce ne serait pas intelligent. Jinguo soupira encore une fois et finit par accepter. Il dit qu'il ferait confiance à Jinu, cette fois. Le feu enveloppa la main de Jinguo tandis qu'il baissait la tête et tentait de maintenir la barrière. Les flammes s'écrasèrent contre le bouclier, des fissures se propageant, tandis que Jinu criait et répétait le mot inscrit sur le sceau, Carpo. Il se couvrit le visage et bondit à travers le portail bleu. Des flammes le suivirent pendant que Jinu entrait à l'intérieur. Le vieil homme lui hurla de se dépêcher. Jinu lui fit un petit signe de la main, disant qu'il ferait de son mieux, puis se détourna. Il sourit pour lui-même, prévoyant déjà de faire les choses à sa manière. Derrière la vitre se trouvait un livre gravé de hiéroglyphes anciens, un artefact rectangulaire émettant du mana, et un hanbok traditionnel coréen luisant faiblement. Tout semblait intact. Sauf une vitrine. Le système identifia l'épée de fer autrefois gravée de Qianlong. Et Jinu imagina l'homme qui l'avait probablement prise, quelqu'un d'assez prudent pour poser une barrière et partir s'entraîner. Puis Jinu s'approcha de la vitrine brisée et commença à compter quelle relique il emporterait. Notre garçon sourit, satisfait, disant qu'il avait trouvé exactement ce dont il avait besoin, amusé que l'autre joueur ayant pris l'épée de fer n'ait jamais soupçonné qu'il avait pris la relique de second rang au lieu de ce que Jinu avait devant lui. Sur un coussin rouge reposait un tas de pièces d'or, et le système les identifia calmement comme une monnaie de la dynastie Joseon. La même période que celle du tigre des montagnes. Jinu souleva les pièces et comprit immédiatement leur rôle. C'était le dernier composant nécessaire pour forger la compétence la plus puissante, celle qui ne pardonnait aucune erreur. Notre garçon plissa les yeux et lança le processus, tout ce dont il avait besoin en main. D'abord, l'œil droit du masque de Toutankhamon et le moule cérémoniel perse. Jinu posa l'œil droit sur le moule perse, et en combinant les deux, cela produisit une énergie dorée. Le système annonça une réaction entre les deux reliques. Cela signifiait que c'était un succès et que les deux objets étaient compatibles pour être combinés. Jinu tira le fil avec les pièces et pensa simplement que le progrès exigeait toujours un prix. Notre garçon rompit la corde qui tenait les pièces. En tombant, des torrents dorés de puissance se déversèrent, l'obligeant à lever les mains par instinct tandis que l'énergie tourbillonnait autour de lui. Une autre alerte système se déclencha. Une réaction entre trois reliques venait d'avoir lieu. Puis la fenêtre suivante le confirma, il avait dépassé le seuil de probabilité grotesque et réussi l'unification. Jinu afficha un large sourire lorsque le système annonça la naissance d'une nouvelle relique. L'œil de vérité, rang SS. Une lueur dorée enveloppa l'œil noir flottant au-dessus de sa paume, et le système expliqua son effet, la capacité de voir les fenêtres de statut d'une autre personne et de distinguer le vrai du mensonge, 3 fois par jour. Jinu l'observa attentivement, pensant que parmi les 5 yeux existants dans le monde, celui-ci se tenait au sommet. Pourtant, ce n'était pas pour ça qu'il était venu au musée ce soir. Une autre notification apparut, annonçant l'achèvement d'une quête cachée. En combinant 3 répliques de rang B ou inférieur, il avait créé un objet de rang S ou supérieur. Des flux bleus d'énergie s'enroulèrent autour de Jinu tandis que le système déclarait que toutes les conditions nécessaires étaient remplies. Notre garçon ferma les yeux. Il imagina des carrés blancs formant la même structure que précédemment. Une bibliothèque, copiant, collectant et superposant des capacités pour les reforger en quelque chose de supérieur. Cela, expliqua-t-il,
serait l'arme qui ferait de lui le plus fort dans la tour des épreuves. Le système le confirma. Jinnu avait obtenu une capacité personnelle, fusion. Son niveau ne pouvait pas être mesuré. Et la mémoire du monde était en train d'être créée. Vint ensuite la description de la compétence fusion. Après avoir terminé des quêtes, elle lui permettait de copier les capacités personnelles d'autres joueurs, de les stocker dans la mémoire du monde, et de les fusionner en pouvoir de tout premier rang. Ses yeux brillèrent d'un bleu intense tandis que le système avertissait que les conditions pouvaient changer si des complications survenaient. En même temps, Jinguo continuait de pilonner la barrière avec le feu, la sueur ruisselant tandis qu'il criait à Jinnu de se dépêcher. En entendant ça, Jinnu tourna légèrement la tête, les lèvres pincées, planifiant déjà son prochain coup. Pour copier la capacité du vieil homme, quelque chose de précis était nécessaire. Ses yeux brillèrent en jaune tandis que le système clarifiait la quête. Puisque Jinguo réprimait toujours ses émotions, Jinnu allait devoir faire surgir les véritables sentiments du vieil homme. Jinnu sourit, satisfait. Alors, pour révéler ses vrais sentiments, l'énerver avec la magie du feu suffirait. Jinguo cria encore derrière, sans jamais interrompre son attaque de flamme. Jinnu fit remarquer nonchalamment que le vieil homme pouvait arrêter d'utiliser sa compétence maintenant. Confus, Jinguo continua de déchaîner les flammes, pendant que Jinnu ajoutait avec arrogance qu'il n'y avait désormais plus besoin de magie. Quand le feu s'arrêta, le vieil homme abaissa les mains et exigea une explication. Jinnu répéta le même mot inscrit sur le sceau de la porte, Carpo. Et la barrière commença à se dissoudre d'elle-même. Révélant que c'était Jinnu qui avait invoqué une magie de dissipation en latin pour briser la barrière sans effort. Autrement dit, le vieil homme n'avait absolument rien apporté pendant tout ce temps. Derrière lui, Jinguo fixa la barrière qui se désagrégeait en particules, son mana presque épuisé par un effort inutile. C'était le plan de Jinnu depuis le début, forcer le vieil homme à vider tout son mana. Notre garçon, désormais en sécurité à l'intérieur, n'avait besoin que d'une chose de plus. Le provoquer. Une carte immense était suspendue au mur. Jinnu la reconnut immédiatement et sourit faiblement, car elle ne lui servait à rien. Il connaissait déjà chaque recoin de la tour. Pas seulement les 10 premiers niveaux. Partout. Alors notre garçon fit claquer son briquet. En voyant ça, Jinguo hurla instantanément. Mais Jinnu déclara calmement qu'il l'avait déjà dit au vieil homme, il n'avait pas besoin de la carte. Et comme ça, les flammes dévorèrent la carte, se propageant sur le mur, effaçant la moindre information jusqu'au 10e étage. Le choc figea le vieil homme lorsqu'il réalisa que l'avantage sur lequel il comptait venait de disparaître. Désormais furieux, il hurla des menaces de destruction et de malédiction. Mais pour notre garçon, cette rage suffisait. Le système confirma que la condition avait été remplie. Les mains dans les poches, un livre bleu apparut au-dessus de la tête de Jinnu, annonçant la copie réussie d'une compétence d'élément feu de rang B. La compétence fut sauvegardée dans la mémoire du monde. Jinnu regarda la fenêtre de statut de la compétence, satisfait. L'affinité feu était une solide première acquisition. Jinguo, toujours hors de lui, rugit que Jinnu le regretterait. Mais notre garçon se contenta de ricaner et demanda si le vieil homme comprenait pourquoi il avait brûlé la carte. La compétence d'élément feu s'activa. Des flammes enveloppèrent les mains de Jinnu. Les yeux de Jinguo s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa que c'était la même capacité que la sienne, mais immensément plus puissante. Une sueur froide apparut lorsqu'il en comprit l'implication. Ce n'était pas un joueur normal. Avant même que le vieil homme puisse demander qui diable il était, notre garçon coupa court à ses pensées, affichant un sourire tandis qu'il lui disait que s'il voulait grimper la tour en paix, l'écouter serait plus sage. Après avoir terminé au musée, Jinnu descendit les escaliers vers l'extérieur, imaginant les visages de ceux qu'il avait croisés. Seulement 4 anciens joueurs de haut rang étaient apparus au musée, signe évident que tout le monde cherchait désespérément à réduire les risques maintenant que la tour était réelle. Une fenêtre de statue flottait au-dessus de lui, listant ses capacités. Jinnu croisa les bras, satisfait, décidant d'en obtenir autant que possible. Et en plus de ça, notre garçon se souvint de ce qu'il avait dit au vieil homme avant de partir. Alors qu'il regardait Jinguo de haut, il lui avait dit de monter de niveau aux côtés de la fille en bas.
et qu'il le contacterait plus tard. Le vieil homme avait hoché la tête, raide. Et comme ça, Ginu avait gagné 2 personnes qu'il pourrait utiliser comme il le voulait. En sortant dans la rue, Ginu se dit qu'il était seul et qu'il ne pouvait pas tout monopoliser. Mais les plus importants, ils seraient tous à lui. Mais alors que notre garçon se tenait dans cette gloire, son ventre gargouilla. Ginu posa une main dessus et se plaignit. C'était sa limite. Il était temps pour du riz et de la soupe, et l'enseigne d'un café brillait d'une lueur accueillante au-dessus d'une porte vitrée. À l'intérieur du café, les gens fixaient la télévision, une tension épaisse dans l'air tandis qu'ils tentaient de comprendre ce qu'ils voyaient. Le présentateur annonça un incident au musée national central, confirmant au moins 23 morts et plus de 50 blessés. L'homme en costume poursuivit froidement, ajoutant que plusieurs victimes étaient dans un état critique et que le bilan risquait d'augmenter. Selon les premiers rapports, les attaquants avaient visé spécifiquement les reliques conservées dans le musée. Les images passèrent à un bâtiment détruit, puis sautèrent de continent en continent. Des attaques similaires se produisaient en Corée du Sud, aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon. Un autre plan montra des ravages ailleurs, et le présentateur insista, ce n'étaient pas des événements isolés. Autour des tables, le silence s'installa, le poids de l'ampleur de tous s'abattant sur eux. L'émission bascula sur des images de vidéosurveillance à l'intérieur du musée. Une image montrait Yuri aux côtés d'Anubi, une autre capturait un homme au visage flouté qui agitait simplement la main, comme si de rien n'était. Puis la troisième image frappa plus fort. Un tigre gigantesque planta ses crocs dans le corps d'un ennemi, et le présentateur admit que c'était difficile à croire, mais que tout était réel. Un client du café marmonna qu'aucune personne ordinaire ne pouvait faire une chose pareille. Un autre se souvint de la vidéo de la destruction de la mangrove et fit immédiatement le lien avec les mouvements. Ce n'était pas le même type, le personnage principal se gratta la tempe, comprenant que trop de gens commençaient à le reconnaître. Rien que cette pensée lui indiquait qu'il devait commencer à réfléchir sérieusement à la façon de cacher son identité. Le présentateur revint, annonçant que le gouvernement enquêtait sur la tour des épreuves, une structure d'origine inconnue. Un nouveau département avait déjà été créé, l'association des éveillés, destinée aux individus capables d'utiliser des capacités spéciales. Ginu replia ses doigts d'un air pensif, impressionné que le gouvernement ait réagi plus vite que prévu. Versant de l'eau dans son verre, il estima que créer un département signifiait qu'ils avaient déjà accepté ce qui s'était produit au musée comme inévitable. Dans son esprit, cette décision aurait dû prendre des semaines, pas des heures. L'émission changea encore de sujet tandis que le présentateur introduisait le chef de l'association des éveillés. Un homme au visage balafré apparut, se présentant comme Han Sang-jin. Ginu fronça les sourcils dès qu'il le vit. Sang-jin parla d'un ton ferme, déclarant que son objectif était le recrutement. Tout dépendrait du rang des joueurs, mais le gouvernement promettait une compensation équivalente à celle d'un fonctionnaire de 7e grade, avec un salaire minimum de 60 millions de wons. Ginu observa sous des sourcils abaissés, son expression stable, tandis que Sang-jin poursuivait. Déclarant que cette offre existait pour toute personne, sauf celle de la vidéo. Puis, avec un regard encore plus ferme, le chef de l'association jura sur son nom que si cette personne rejoignait l'association, le gouvernement la soutiendrait en tout. Un client du café soupira avec envie, disant qu'il ne savait pas qui c'était, mais qu'il était quand même jaloux. Une autre fille lança que cette offre pouvait changer la vie de quelqu'un en un instant. Derrière eux, Ginu esquissa un léger rictus. Au final, il savait exactement qui Sang-jin visait. Cachant son sourire derrière sa main, il décida qu'il n'appartiendrait à personne, quel qu'en soit le prix. Parce que notre garçon savait une chose clairement, un seul joueur expérimenté valait plus de 100 joueurs moyens. Et Han Sang-jin le comprenait visiblement. Ginu se demanda si la nomination de Sang-jin signifiait qu'il possédait lui-même une capacité puissante. Cette pensée le fit sourire. Parce que si c'était le cas, la copier serait très satisfaisant. L'horloge murale fit un tic-tac sonore. 19 heures. Quand l'aiguille avança, des étoiles scintillèrent au-dessus de la tour, perçant le ciel. Une notification retentit, annonçant l'ouverture de la tour des épreuves.
Les joueurs se retrouvèrent soudain devant une rivière, avec des îles flottantes suspendues au-dessus. Ginu se tenait parmi eux tandis que des gens criaient de ne pas se bousculer, certains riant en disant que c'était exactement comme avant. Un sac de pièces apparut en plein air. Le système annonça une récompense de 100 pièces pour entrer dans la tour, utilisable uniquement à l'intérieur. De l'or tomba du ciel tandis que d'autres notifications expliquaient les règles de monétisation. Les joueurs pouvaient gagner des pièces supplémentaires en publiant des vidéos de leurs exploits et en recevant des récompenses selon le nombre de vues. Chaque 10 000 vues leur rapporterait 100 pièces. Mais le montant dépendrait du statut du joueur. Une autre alerte avertit que les vues provenant des joueurs à l'intérieur de la tour ne compteraient qu'une seule fois. Le système mit donc les joueurs en garde, ils devaient choisir soigneusement qui ils voulaient regarder. Comme vous regardez notre vidéo en ce moment. Si vous voulez qu'on récupère aussi quelques pièces, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Comme ça, on pourra peut-être acheter une compétence ou deux nous aussi. Bref, retour à notre garçon. Un boss en robe écarta les bras devant une vague de personnes tandis que d'autres règles apparaissaient. Les diffusions en direct n'étaient autorisées que lorsqu'on éliminait des boss pour avancer d'un étage. Puis un avertissement marqué d'un crâne apparut, menaçant de sanctions quiconque falsifierait des vues ou utiliserait des triches. Ginu se frotta le menton, comprenant clairement le système. À présent, les téléphones s'illuminèrent dans toute la ville. Le système de diffusion en direct était devenu un pont entre les grimpeurs et les spectateurs. Des vidéos se jouaient partout. Nouveaux lieux, combats, dragons, chaque vue arrosait les créateurs de pièces. Donc, évidemment, la plupart des vues viendraient des joueurs qui se trouvaient aux étages les plus élevés de la tour. C'était, comprit Ginu, la fonction la plus intéressante de la tour des épreuves. Les gens se précipitèrent vers la caverne des gobelins, impatients de chasser, de gagner, et de s'amuser. Quelqu'un bouscula Ginu, et un autre le repoussa. Immobile au milieu du chaos, Ginu le vit clairement. Tout le monde se dépêchait de prendre de l'avance. Pour lui, les pièces n'avaient jamais été le problème. Partager ces informations, si notre garçon n'avait aucune intention de publier des vidéos pour l'instant, peu importe la récompense. Partager ses connaissances lui coûterait bien plus cher sur le long terme. Les mains dans les poches, Ginu connaissait déjà son premier mouvement. Son chemin serait différent. Il allait faire quelque chose que personne ne pourrait faire avant lui. Notre garçon se souvenait d'une période où, après avoir nettoyé 30 étages, la progression s'était complètement arrêtée. L'avancement ne venait plus que de fragments cachés, enterrés dans les étages inférieurs. Torche en main, il ouvrit une boîte de pierre et se déplaça dans le donjon sombre. Chaque pas était calculé, chaque mur examiné. Et ils avaient fini par trouver une solution dans une ruine abandonnée. Puis son expression se durcit. Lâchant la torche, il réalisa quelque chose de brutal. Dès le début, son personnage n'avait servi à rien. Son poing trembla de rage tandis que la vérité s'imposait. Des années d'efforts, de souffrance, de grains, pathétiques. Une fenêtre système apparut, lui demandant de confirmer la suppression du personnage. Ginu serra les dents. Tout ce pourquoi il s'était battu, tout ce temps gaspillé, allait partir à la poubelle. L'amertume lui envahit la poitrine. Mais l'hésitation était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Alors il choisit la seule option qui restait. Il repartirait de zéro, et confirma la suppression. Des particules bleues scintillèrent autour de son corps, ses yeux brillants tandis que Ginu se fit une promesse silencieuse. La prochaine fois, il ne s'arrêterait pas à mi-chemin, il irait jusqu'au bout. En relevant la tête, notre garçon se rappela, ce souvenir datait d'il y a 6 ans. Et maintenant, Ginu se tenait devant une porte gigantesque empilée de crânes humains et d'ossements. Une notification avait averti qu'au-delà se trouvait Labyrintho, un labyrinthe célèbre pour sa complexité impossible et ses pièges conçus pour punir la curiosité par la mort. Les bras croisés, Ginu se souvint d'avoir compris quelque chose que la plupart des joueurs apprenaient trop tard. Tout ce qui se trouvait au-delà du 30e étage dépendait de fondations construites bien plus tôt, et la clé pour briser ce plafond avait toujours été cachée dans Labyrintho. Les dents serrées, notre garçon se rappela sa promesse de ne plus jamais refaire ça. Mais cette fois, il fallait vraiment le faire.
Et sur cette pensée, Jinnu ouvrit la porte sans hésiter, déjà résigné à traverser cet enfer encore une fois. L'entrée révéla des murs gravés d'images grecques antiques, et au sol se tenait un buste de taureau, inchangé. Des odeurs familières flottaient dans l'air pour notre garçon, et des papillons blancs dérivaient sous le plafond comme s'ils l'attendaient. Un papillon se posa sur son doigt, et Jinnu sourit faiblement, accueillant le papillon de nuit lumineux. Ça faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. Mais les retrouvailles furent écourtées, car Jinnu remarqua une foule se rassembler derrière lui. Quand il demanda qui ils étaient, une fille expliqua joyeusement qu'ils cherchaient des spots pour farmer des monstres et qu'ils avaient décidé d'entrer en voyant le labyrinthe s'ouvrir. Et on revient rapidement 10 minutes en arrière, au moment où notre protagoniste était entré dans le labyrinthe. L'escouade avait remarqué Jinnu en train d'ouvrir la porte. Un homme aux cheveux rouges admit qu'il l'avait suivi parce qu'il ressemblait à quelqu'un, mais il était entré dans un labyrinthe. Un autre membre demanda pourquoi notre garçon était entré seul juste après être entré dans la tour et comment il avait ouvert le labyrinthe sans clé. La fille voulait entrer. Elle estima que c'était un donjon du premier étage, que quelqu'un de niveau 1 venait d'y entrer et qu'aucune clé n'était nécessaire, donc la difficulté ne pouvait pas être élevée. La confiance se répandit rapidement. En voyant Jinnu disparaître à l'intérieur, une autre fille, mâchant du chewing-gum, demanda s'il partagerait docilement le butin. La fille ricana et répondit que, bien sûr que non. Les yeux brûlants, elle déclara qu'il ferait du labyrinthe sa tombe. C'était tout. De retour au présent, cette même fille suggéra maintenant d'entrer ensemble avec un sourire mielleux, parce que plus de monde signifiait moins de danger. Jinnu comprit immédiatement. Ils n'essayaient pas d'être amicaux, ils avaient simplement trop confiance en leur nombre face à un joueur isolé. Son œil s'illumina lorsque l'œil de vérité s'activa. Montrant son propre visage du doigt, la chef de l'escouade se présenta, Parkana, 22 ans, affirmant avoir atteint le 2e étage dans le jeu. Mais sans qu'elle le sache, notre garçon analysait soigneusement sa fenêtre de statut. Ses compétences affichées étaient communion, pas rapide, et soins mineurs. L'attention de Jinnu se fixa sur communion. C'était une capacité qui lissait les premières rencontres, effaçait les malaises, et créait une proximité artificielle. Le système ajouta gentiment la condition pour la copier, faire équipe avec la propriétaire de la compétence pendant 240 heures. Jinnu se souvint d'une femme aux ailes démoniaques et comprit immédiatement à quel point cette compétence pouvait être utile pour s'occuper d'elle. Les présentations s'enchaînèrent rapidement. Zhang Shulsik avait à peine survécu au premier étage. Li Yemin n'avait atteint que le premier étage aussi, et Zhang Mina affirma avoir atteint le 3e étage. Chon Minguk admit qu'il n'avait jamais joué, et Kuang Wu avoua que c'était son premier voyage aussi. Jinnu sourit et donna son nom, puis se détourna légèrement. Un groupe comme ça le poignarderait forcément dans le dos plus tard, et mémoriser des noms lui semblait inutile. Anna lui attrapa le bras et l'appela par son nom, se penchant tout près en lui demandant jusqu'où il avait grimpé. Alors qu'elle activait communion, des fleurs rouges fleurirent autour d'eux, et elle sourit comme si tout était déjà décidé. Cependant, Jinnu répondit calmement qu'il était allé aussi loin que possible. Il comprit immédiatement comment sa compétence fonctionnait. S'il ne l'avait pas su à l'avance, ça aurait pu marcher. Anna fronça les sourcils, surprise que l'effet n'ait pas pris. Dissimulant son irritation, elle lui demanda des informations sur les monstres à l'intérieur du labyrinthe et leurs capacités. Jinnu accepta d'expliquer, les yeux se plissant légèrement. Des papillons flottaient au-dessus d'eux lorsque Jinnu déclara nonchalamment que ce labyrinthe changeait complètement à des plages horaires spécifiques. Les bouches s'ouvrirent de stupeur. Certains pensèrent même qu'il était fou. Mais à peine Jinnu eut-il dit ça que le sol trembla. Minguk regarda autour de lui, confus, tandis que Anna insistait que ce n'était qu'un donjon du premier étage. Cette confiance mourut instantanément quand des blocs de pierre commencèrent à glisser hors des murs. Un bloc surgit juste devant Anna. Son groupe hurla un avertissement, lui criant d'esquiver vite. La fille sauta de justesse sur le côté. Au même moment, une autre dalle s'écrasa depuis le plafond, pulvérisant le sol. L'instant d'après, haletant, le groupe s'effondra tandis que les mécanismes finissaient par s'arrêter.
La sueur coulant, Anna se pencha sur ses genoux pendant que Yemin réalisait que Mina avait disparu. Shulzik serra les dents, marmonnant qu'un labyrinthe comme ça au premier étage n'avait aucun sens. S'époussetant, Jinu demanda calmement si l'un d'entre eux était déjà entré dans un labyrinthe changeant. Quelqu'un hurla, qui diable verrait une chose pareille, de toute façon. Anna se tourna vers son groupe, expliqua que c'était beaucoup trop dangereux pour le premier niveau, puis ordonna à tout le monde de partir. Elle se tourna vers Yemin, exigeant une sortie. Yemin répondit en pleurant que sa capacité s'était désactivée pendant le changement du labyrinthe. Et là, ça les frappa. Ils ne pouvaient pas savoir où se trouvait la sortie. Ils étaient piégés. En les voyant paniquer, Jinu comprit la vérité. Ils étaient venus en pensant qu'une seule compétence de navigation leur permettrait de se déplacer dans un labyrinthe. Comme faire ses courses au supermarché. Mais là, c'était différent, ce n'était pas un supermarché pour enfants ou débutants. Jinu baissa les yeux, peu impressionné par ces idiots, comprenant que c'était presque l'heure que quelque chose leur tombe dessus. Anna fonça vers lui, la colère débordant, exigeant pourquoi il ne les avait pas prévenus. Elle le rendit responsable de leurs blessures et de leur quasi-mort. Shulzik s'y mit aussi, accusant Jinu de tout savoir mais de garder l'information pour lui. Kwang Wu ajouta que Mina était maintenant coincée derrière les murs à cause de lui. Jinu soupira, fronçant légèrement les sourcils. Il posa une question simple, est-ce qu'il leur avait demandé de le suivre? Anna se figea. Les yeux brûlants, Jinu déclara clairement qu'ils étaient venus d'eux-mêmes. Personne ne les y avait forcés. Minguk gronda, déjà de mauvaise humeur, et une épée se matérialisa dans sa main. La serrant fort, il hurla qu'il avait détesté Jinu dès le tout premier instant où il l'avait vu. Les sourcils de Minguk se froncèrent de rage tandis qu'il tentait de parler, mais le son qui lui répondit n'était pas une voix. Une hache s'écrasa dans le mur dans un fracas assourdissant. Et dans le même instant, Minguk fut projeté en arrière, son arme glissant de ses mains tandis que le sang jaillissait de son corps. Yemin se serra la poitrine et cria son nom, pétrifié de terreur, tandis que Kwang Wu restait les yeux grands ouverts, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Puis un sabot massif frappa le sol, la terre trembla, et le Minotaure se révéla dans un rugissement qui engloutit la salle. Des armes se matérialisèrent dans des mains tremblantes tandis que l'escouade fixait le monstre. La hache ensanglantée plantée dans le mur disparut, réapparaissant dans la main du Minotaure lorsqu'il leva l'arme pour frapper. Anna comprit avec horreur que c'était là qu'il mourait. Mais avant que quiconque puisse réagir, Jinu se propulsa en avant. Notre garçon ordonna à l'escouade de reculer tandis qu'il fonçait seul sur le monstre, laissant la panique derrière lui. Anna regarda, incrédule, incapable de comprendre pourquoi il se jetait droit dans la mort. Le Minotaure frappa, pulvérisant le sol d'une force écrasante, les dalles explosant vers le haut quand Jinu bondit. Il se retrouva dans les airs, au-dessus de la tête du monstre. Une notification clignota pour confirmer une esquive réussie, et Jinu sourit comme si c'était exactement ce qu'il voulait. Une petite blessure marquait son épaule. Et une nouvelle alerte apparut, statistique cachée acquise, faille. Expliquant qu'elle réduisait l'écart de niveau contre les ennemis plus forts et l'amplifiait contre les plus faibles. Agrégeant la corne du monstre en atterrissant, Jinu comprit que l'écart diminuait d'un niveau tous les 3 points dans cette compétence. En plus, cette compétence était la meilleure façon de progresser au niveau 1. Le Minotaure grogna, les yeux en feu, tandis que Jinu se posa avec légèreté. C'était le seul chemin qu'il avait appris par d'innombrables essais et erreurs. Et la satisfaction de son travail se lisait sur son visage. Mais le Minotaure ne s'arrêta pas là. Il attaqua de nouveau. La hache s'abattit encore, et Jinu esquiva parfaitement. Les notifications s'empilèrent à toute vitesse tandis que Faille augmentait encore et encore, son corps se souvenant de chaque schéma grâce à des dizaines de milliers d'esquives passées. Un autre coup, une autre esquive parfaite. Jinu pensa qu'il était un ancien joueur de haut rang, danser ainsi avec la mort, c'était une mémoire musculaire qui ne l'avait jamais quitté. Chaque esquive nourrissait encore la statistique, et notre garçon déclara que la force du Minotaure ne valait rien s'il ne pouvait pas toucher. Derrière lui, l'escouade regardait, choquée.
Ils comprirent vite à qui ils allaient avoir affaire si le Minotaure n'intervenait pas. Anna comprit trop tard qui ils avaient essayé de manipuler. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait tenté de le tuer pour récupérer toutes les récompenses pour eux seuls. La fille pensa qu'elle avait dû devenir folle. Le Minotaure grogna. Mais Jinnu le traita de trop lent. Il devait être plus rapide s'il voulait placer un coup propre. Le Minotaure, furieux, balança la hache de nouveau, plus lentement cette fois, espérant quand même toucher au moins une fois. La lame passa si près qu'elle entailla le cou de Jinnu. Un mince filet de sang apparut, et une notification le récompensa pour avoir évité une attaque fatale à la dernière seconde. Faille augmenta d'1 point cette fois. Jinnu jeta un œil à l'alerte et décida qu'une égratignure contre 1 point de statistique était un échange équitable. Mais il savait que la marge avait disparu. Une seule erreur, maintenant, signifiait la mort. Notre garçon jeta un regard vers l'escouade contre le mur et vit la vérité écrite sur leur visage. Il se préparait déjà à l'abandonner. Yémin attrapa la main de Anna, la suppliant de partir, tandis que Anna insistait pour qu'il reste le long du mur afin de trouver la sortie et s'échapper ensemble. Cependant, Jinnu se plaça derrière eux et demanda calmement où ils croyaient aller. Anna se retourna, terrorisée. Notre garçon pointa le Minotaure derrière lui, uniquement pour expliquer que s'ils voulaient eux aussi des statistiques, ils devraient rejoindre le combat. Il leur dit qu'esquiver les attaques donnait des récompenses cachées et que c'était en réalité plus facile que ça n'en avait l'air. Le Minotaure frappa de nouveau. Anna fut encore sauvée par Jinnu à la toute dernière seconde. Mais en voyant tout ça, Yémin leva les bras au ciel. Et un coup dévastateur traversa la salle, écrasant tout sur son passage. Shulzik s'effondra près d'une mare de sang. Au même moment, les larmes coulaient sur le visage de Anna. Jinnu sourit d'un air sombre et dit à la fille qu'elle ne pouvait pas rester immobile, elle devait esquiver et garder ses distances. Avant que le Minotaure ne puisse réagir, le labyrinthe changea de nouveau. Des blocs de pierre s'élevèrent, les murs se réassemblèrent, et une barrière glissa entre Jinnu et le monstre. Notre garçon lui fit un signe nonchalant, promettant de le revoir plus tard. Le mur se referma complètement, laissant le Minotaure rugir seul, de la vapeur s'échappant de sa bouche tandis qu'il abattait sa hache, faisant trembler le donjon. Au-dessus d'eux, les papillons continuaient de dériver comme si rien ne s'était passé. Anna se plia en deux, haletant, après avoir vu toute cette horreur. Pendant que Shulzik marmonnait que Minguk et Yémin étaient morts et qu'ils auraient très bien pu finir comme eux aussi. Jinnu expliqua calmement que le papillon lumineux qu'il avait touché plus tôt attirait le Minotaure, ce qui signifiait qu'il continuerait probablement à les chercher. Anna demanda pourquoi il ferait quelque chose d'aussi imprudent. Jinnu ne comprit pas pourquoi elle posait cette question après qu'il l'avait déjà expliqué. Mais il répondit encore, simplement parce que ça augmentait ses statistiques, évidemment. Notre garçon ramassa un couteau au sol et expliqua que chaque changement de labyrinthe offrait du temps pour se reposer et récupérer. Quand Anna demanda combien de temps il devait rester, Jinnu leva un doigt vers le plafond et dit, 1 mois. Ils craquèrent tous les deux. 1 mois dans un enfer pareil n'était pas une option pour les membres survivants de l'escouade. Alors ils décidèrent de se séparer, expliquant que le monstre ne les poursuivrait pas s'ils partaient dans des directions différentes. Jinnu y réfléchit et admit que ça pouvait fonctionner. Mais vint ensuite la vraie question, où irait-il, et où se cacherait-il ? Car se déplacer au hasard dans un labyrinthe qui changeait sans cesse était encore plus dangereux que d'être poursuivi par un seul Minotaure. Cette prise de conscience frappa durement les membres de l'escouade. Ils comprirent qu'il n'y avait ni échappatoire, ni cachette. Quand l'un d'eux demanda si Jinnu connaissait la sortie, notre garçon répondit qu'il connaissait ce labyrinthe mieux que quiconque. Donc il connaissait aussi le chemin pour en sortir. Anna avala sa salive. Il n'avait pas le choix. Alors qu'elle allait dire qu'il l'accompagnerait, Jinnu la coupa. Il leva un doigt et leur rappela que rien n'était gratuit dans ce monde, même pas un trajet en bus. Le couteau s'arrêta à 1 centimètre du visage de Anna tandis que Jinnu réclamait avec assurance toutes leurs pièces. Quelque part dans la tour des épreuves, un autre combat défilait à l'écran, des gobelins projetés en arrière sous des coups de bouclier, des épées éclatant dans la lumière, du sang giclant. La vidéo se figea sur une pause victorieuse,
Les commentaires inondant l'écran tandis que les vues dépassaient le million. Un homme devant un ordinateur portable rit, disant que ce qu'ils avaient fait avait vraiment marché. Les gens étaient vraiment fous de la vidéo. Un autre mentionna que le combat contre les gobelins à lui seul lui avait rapporté 1000 pièces. Mais le type attribua ça à l'effort du groupe. Pendant qu'un autre plaisanta, avec le montage, on aurait dit une parcours en solo. Le gars à lunettes souligna que tout le monde croyait que le type avait combattu tous ces gobelins seul, alors qu'ils lui avaient tous donné une tonne de bœuf. Et personne ne l'avait remarqué. Mais l'ambiance changea instantanément. Un spectateur haussa un sourcil quand un utilisateur nommé Human Baldmal lâcha un commentaire négatif, et l'homme bandé grogna que quelqu'un ruinait l'ambiance. Une autre voix tenta de le calmer, disant que ce monde était de toute façon destiné à être monopolisé par des pionniers exceptionnels. Mais avant que quiconque puisse répondre, une notification apparut. Une nouvelle vidéo venait d'entrer au Panthéon, et le classement de l'escouade s'effondra sur le champ. L'homme aux yeux bandés, Myung Guan, se pencha vers l'écran, exigeant une explication. La miniature montrait un couteau lumineux sous un titre annonçant qu'un objet avait été renforcé 10 fois, une première historique. Et les commentaires étaient massivement positifs. Les vues dépassèrent le million en quelques minutes. On revient à ce qui s'est passé 10 minutes plus tôt. Jinnu croisa les bras et exigea l'attention de l'escouade. Il devait faire quelque chose au lieu de rester planté là. Notre garçon les envoya d'un geste, leur ordonnant de ramasser de la mousse, de préparer une litière, et de trouver du bois comme si ce n'était qu'un autre camping en enfer. Chulsik accepta sans protester et s'éloigna. Les dents serrées, il jeta un regard à l'arrière, furieux du sourire insupportable de Jinnu, tout en leur faisant signe au revoir. Une fois seul, Jinnu appela la fenêtre boutique. Et aussitôt, le système lui afficha la boutique. Il souhaita la bienvenue à Jinnu, lui indiquant qu'il avait déjà 5000 pièces à dépenser. Des objets défilèrent devant ses yeux, des cartes de tarot enchantées, un fragment de clé en bronze usé, tous deux de rang F. Un morceau de roue, de rang E, et un parchemin booster de loterie de rang F. Pour n'importe qui d'autre, tout ça aurait été de la camelote. Pour lui, c'était des pièces utiles. Jinnu valida les achats sans hésiter, sachant que la vraie valeur n'était pas dans les objets eux-mêmes, mais dans la façon de les utiliser. Une énergie bleue jaillit tandis que notre garçon combina immédiatement la clé, les cartes de tarot et le fragment de roue. Le système annonça la réussite. Une roue de la fortune de la déesse de la chance se matérialisa, incomplète mais assez puissante pour maximiser la chance pendant 10 minutes, une seule fois. Cependant, il y avait un inconvénient. Parce qu'elle était encore incomplète, son utilisation serait soumise à une restriction, selon ce que l'utilisateur obtiendrait. Jinnu la regarda apparaître au-dessus de sa tête, pleinement conscient qu'une chance sans limite était complètement abusée. Mais sans connaître la limite de restriction, elle pouvait soudain devenir inutile. Heureusement, notre garçon connaissait la limite. La roue tourna, une notification clignota, chance maximale atteinte. Et ainsi, des parchemins scellés se mirent à pleuvoir. Jinnu obtint 10 parchemins d'amélioration, tristement célèbres pour leurs échecs, avec des taux de réussite inférieurs à 0,0001%. Mais notre garçon savait mieux, lorsque la chance était au maximum, les parchemins affichaient désormais un parfait 100% de réussite. Jinnu sourit et injecta chaque parchemin dans sa dague. Les notifications affluèrent l'une après l'autre. La dague scintillait de plus en plus à chaque succès. Jusqu'à ce que le système déclare qu'une vieille dague avait atteint +10. Ce qui était le niveau maximal pour cette dague. Un autre message suivit. Jinnu était le premier sur le serveur coréen à créer un objet pareil, gagnant 5000 pièces. Puis arriva la notification la plus importante. Son exploit lui valut une mise en avant au Panthéon. Jinnu testa l'arme avec quelques coups, la posant sur son épaule, satisfait. Enfin, quelque chose de vraiment valable venait de tomber entre ses mains. Les jours passèrent. Au 10e jour de ce cauchemar vivant, Chulsik et Anna étaient assis près du feu, les genoux serrés contre eux, survivant sur une couche de mousse et de champignons. Anna regarda avec dégoût tandis que Chulsik mangeait un champignon. Mais quand Anna vit Jinnu dormir paisiblement à côté du feu, les souvenirs lui revinrent, attaque du Minotaure,
mur du labyrinthe qui s'effondrait. La vie était devenue un combat constant au bord de la mort. Et ce salaud à côté d'eux gérait tout ce que le labyrinthe leur avait envoyé comme si ce n'était rien. Anna murmura qu'il mourrait si ça continuait, et Schulsik approuva, traitant Ginu de démon qui les jetterait dès que ça l'arrangerait. Des commentaires anonymes clignotaient devant les yeux de Anna, certains donnant des conseils, d'autres se contentant d'observer. La plupart lui disaient simplement de rester à côté de Ginu. Les commentaires mentionnaient que notre garçon était clairement meilleur qu'eux, et qu'il ne survivrait pas une seconde sans lui. D'autres ajoutaient que Ginu avait probablement déjà atteint le 10e étage. Une personne traita Ginu de psychopathe. Il leur souriait tous les jours, alors qu'ils savaient qu'ils essayaient de le tuer. C'était un autre niveau. Anna, en voyant ces commentaires, demanda doucement si quelqu'un avait trouvé des informations sur Ginu. La réponse fut non, aucune chaîne, aucun blog, aucune vidéo, aucun numéro, tout était bloqué. Comme si quelqu'un l'avait piraté et avait tout effacé. Le cœur de Anna s'effondra. Elle pensa à quel point les gens dehors étaient inutiles pour l'aider. Alors la fille décida de demander si son grand frère connaissait la situation et ce que la guilde du Corbeau en pensait. Pour entendre qu'il faudrait 3 semaines pour les localiser. 3 semaines, c'était comme une condamnation à mort. Cette nuit-là, tandis que Ginu dormait le dos tourné au feu, Anna prit sa décision. Elle murmura que s'il le tuait et tenait jusqu'à l'arrivée des secours, il pourrait sortir de cet enfer. Mais la fille ne savait pas comment il pourrait seulement le tuer. Schulsik, sans hésiter, ramassa une pierre, marmonnant qu'un crâne fissuré finissait toujours de la même manière. Anna l'arrêta. Elle lui rappela que la vitesse de réaction de Ginu était monstrueuse, et que même une attaque surprise échouerait probablement. Quand Schulsik exigea une autre option, Anna fouilla dans son sac et sortit une seule goutte de poison, le dard d'une guêpe géante, assez létale pour tuer sans troll. Son sourire était glacé. Plus tard, Ginu était assis, regardant son assiette, déprimé. Le menu du jour était encore de la mousse et des champignons frits sur une planche en bois, la scène ressemblant à un film de survie qui tournait mal. Anna discuta du fait qu'il n'y avait rien d'autre à manger. Ginu pouvait attraper des chauves-souris ou des papillons de nuit s'il voulait. Ginu mangea sans commentaire. À cet instant précis, un sourire se forma sur le visage de Anna, et les spectateurs anonymes se réjouirent quand il avala. Puis l'assiette glissa et tomba par terre avec tous les champignons. Cependant, ce n'était pas l'assiette de Ginu, c'était celle de Schulsik. Un liquide noir jaillit de sa bouche tandis qu'il se prenait la gorge, les veines gonflées, le corps convulsé par l'agonie. Anna hurla en se levant, regardant Schulsik. Une fumée sombre commença à sortir de la bouche de Schulsik, et il se débattait pour respirer. Anna se tourna vers Ginu, exigeant de savoir s'il avait eu connaissance du poison. Ginu la regarda calmement et la traita d'idiote. Il demanda s'ils avaient vraiment cru qu'il mangerait une nourriture qu'on lui tendait aussi tranquillement. Le corps de Schulsik noircissait tandis que Ginu expliquait qu'il avait échangé les assiettes quand il ne regardait pas. Notre garçon invoqua une fenêtre de rapport et ajouta sèchement que diffuser en direct en secret était illégal aussi. Ils avaient besoin de son autorisation d'abord. Anna hurla et exigea une preuve. Et à cet instant, la caméra n'avait même pas besoin de bouger parce que la vérité étouffait déjà la pièce. Un choc parcourut le chat anonyme lorsqu'il devint clair que Ginu avait bel et bien remarqué la diffusion. Plus que Anna, ils étaient terrifiés à l'idée que notre garçon vienne les retrouver ou non. Ginu jeta un regard à la fenêtre système, lisant calmement que les diffusions en direct n'étaient autorisées que pendant les combats de boss et que toute triche serait punie sans pitié. Le système demanda poliment s'il voulait déposer un rapport pour activité illégale. Cependant, en l'absence de toute activité illégale, le rapporteur subirait une sanction à la place. Les yeux de Anna se remplirent de larmes. Ginu lui rappela presque gentiment que pendant une diffusion, les expressions faciales comptaient, et qu'à l'instant même, sa déception était beaucoup trop évidente. Il valida le rapport. Un avertissement s'embrasa autour de Anna tandis que le système annonçait que la demande de rapport était acceptée, et tous les comptes anonymes disparurent en un instant. Derrière elle, l'écran de diffusion se dissout, les spectateurs étant expulsés un par un jusqu'à ce qu'il ne reste plus un seul regard.
Mais le pire, c'était que tous ces spectateurs, qui étaient des utilisateurs anonymes, avaient désormais leur nom visible. Chaque commentaire. Le système enchaîna avec une insulte finale, ces spectateurs étaient bannis pendant 1 mois, et en cas de récidive, ce serait la suppression définitive. Anna fixa l'écran vide, murmurant comment c'était possible. Puis la punition s'aggrava. Une nouvelle notification déclara que l'amende avait été remplacée par un destin cruel. Anna se retourna juste à temps pour voir le Minotaure avancer dans le couloir, sa hache traînant comme une sentence de mort. Le monstre tourna le coin, les repéra, et rugit en chargeant. Anna se cacha derrière Jinu, les mains serrées contre sa poitrine, suppliant désespérément notre garçon de le combattre encore une fois. Mais la fille ne resta pas juste là, elle posa aussi une main dans le dos de Jinu, essayant d'activer Communion pour le manipuler afin qu'il la protège. Et Anna tenta de masquer ça derrière une question au ton presque banal, où devait-elle courir pour se cacher ? Jinu se retourna contre elle, dénonçant l'audace de quelqu'un qui venait d'essayer de l'empoisonner et qui mendiait maintenant une protection. Anna se serra la poitrine, insistant que jusqu'ici Jinu lui avait toujours dit quoi faire, la peur inscrite sur tout son visage. Jinu commença à en expliquer la raison quand le système retentit, les conditions pour copier sa compétence Communion étaient remplies. 240 heures ensemble et être seul avec Anna une fois ce temps écoulé. Les 2 conditions étaient satisfaites. Jinu la regarda de haut avec un mépris évident et dit qu'il n'avait plus besoin d'elle. Un livre de compétences apparut au-dessus de lui tandis que le système annonçait la copie réussie de la compétence Communion. Rancée, Anna ne comprit pas ce que Jinu voulait dire par « il n'avait plus besoin d'elle ». Puis elle avertit que notre garçon le regretterait, citant désespérément son grand frère de la guilde du Corbeau. La hache du Minotaure s'écrasa au sol, et Jinu se propulsa dans les airs. Anna regarda, horrifiée, tandis que Jinu se déplaçait au-dessus du monstre et lui demanda de faire attention à la différence entre lui et cette guilde stupide. Ses yeux et sa dague commencèrent à briller d'une lueur violette tandis qu'il demanda à Anna lequel des 2 elle pensait devoir craindre le plus. Avec des mouvements rapides, Jinu redescendit, la dague lumineuse fendant l'air vers le bas, entaillant l'arrière de la tête du Minotaure. La blessure était superficielle, mais elle était réelle. La bête fracassa le mur en représailles, forçant Jinu à reculer tandis que la pierre s'effritait sous ses pieds. Notre garçon comprit que les dégâts venaient de sa statistique faille, mais tuer le monstre net n'était toujours pas une option. La hache siffla près de lui, l'obligeant à une esquive glissée, et Jinu serra la mâchoire. L'élément feu s'activa, des flammes jaillissant vers le Minotaure et le forçant à se protéger avec sa hache. Quand le Minotaure dissipa le feu, Jinu l'avait déjà dépassé. Et notre garçon taillada ses jambes, envoyant le monstre s'écraser sur un genou. Jinu dit au Minotaure de se calmer, resserrant sa prise en notant que des muscles plus durs donnaient une viande plus dure. Et il n'aimait pas sa viande comme ça. Puis notre garçon pensa, en souriant, qu'il était temps que le Minotaure sorte enfin son atout, qu'il cachait depuis le début. De la vapeur s'échappa de la bouche du Minotaure tandis qu'il préparait son dernier recours. Le système annonça que le gardien du labyrinthe, Minotaure, avait activé sa compétence de niveau 10, Berserker. Les muscles gonflèrent, les sabots brisèrent la pierre, une énergie verte recouvrit les cornes et la hache, et le monstre rugit tandis que sa puissance explosait. Anna serra les dents, se demandant comment ils étaient censés vaincre une chose pareille. Un rouge sang profond brûlait dans les yeux du Minotaure tandis qu'il achevait sa transformation berserk. La compétence Berserker avait augmenté la puissance d'attaque, la vitesse d'attaque et l'agilité du Minotaure de 30%. Pendant 5 minutes. Mais une autre notification apparut quand le Minotaure gagna la capacité de parler. La première chose qu'il dit fut d'appeler Jinu, humain, promettant de le déchirer et de le réduire en poussière, afin qu'il ne puisse plus jamais remettre les pieds dans ce donjon. La dague de Jinu scintilla d'une brume violette tandis qu'il notait que l'efficacité magique du Minotaure s'était améliorée. Ce n'était pas si mal maintenant. Puis notre garçon sourit et dit au monstre de venir. Le Minotaure hurla de rage, disant qu'il l'écraserait tandis que sa hache s'abattait. Mais Jinu la bloqua de face. Encore et encore, il para, dévia et renvoya chaque coup.
Il n'esquivait plus, il opposait la puissance à la puissance. Anna regarda, incrédule, tandis que Jinu encaissait des frappes qui auraient effacé des guildes entières. La sueur coula sur le visage de la fille lorsqu'elle le traita de fou. Ce n'était pas un monstre quelconque. C'était un boss qui avait activé une compétence de niveau 10. Et pourtant, ce taré ne se contentait pas de détourner ses attaques. Il souriait en le faisant. Les lames se croisèrent encore, et Jinu se remit à penser à un souvenir. Un souvenir de noyade dans l'impuissance, qu'il avait déjà vécu. Dehors comme dans le jeu, il avait l'impression que peu importe ses efforts, tout finissait par rien. Mais enfin, cette fois, c'était différent. Jinu avait obtenu 57 points de faille. Et le monde répondait enfin à tous ses efforts. Une nouvelle parade, une nouvelle augmentation de faille, de la pierre explosant sous l'impact raté du Minotaure. Jinu fonça. Des entailles fulgurantes suivirent, superposant des blessures sur le corps du monstre. Cependant, le Minotaure ricana, prétendant que ce n'était que des astuces et qu'il n'y avait pas une seule vraie blessure sur son corps. Son poing partit en avant, une lumière éclata, et une onde de choc jaillit à la vitesse de son coup. Mais le poing s'arrêta à quelques centimètres de son visage. Jinu, sachant que ça arriverait, n'avait pas bougé d'un muscle. Le système annonça que Berserker avait pris fin. Jinu nota calmement que 5 minutes s'étaient écoulées. Il continua, expliquant que Berserker brûlait tout d'un seul coup, poussant l'utilisateur au-delà de ses limites, avant de l'enfermer dans un état suspendu. Le Minotaure s'effondra en jurant, fou de rage, tandis qu'un avertissement système annonçait une pénalité de 24 heures. Jinu vérifia ses statistiques, 57 points de faille, assez pour réduire un écart de 19 niveaux. Il sourit, planifiant déjà la suite. Son objectif était d'atteindre 100 points en 20 jours. Anna passa la tête, demandant si c'était fini. Jinu répondit que la compétence Berserker s'était terminée, mais que le monstre n'était que temporairement figé. Quand la fille comprit qu'il reviendrait après un nouveau changement du labyrinthe et le passage d'une journée, l'horreur envahit son visage. Jinu leva 2 doigts et lui rappela qu'il restait encore 20 jours. Et comme ça, ces 20 jours passèrent en un clin d'œil. Le sol de pierre se brisa de nouveau. Le Minotaure leva sa hache, et Jinu esquiva nonchalamment le coup mortel venant de la droite, tout en annonçant chaque attaque du Minotaure de mémoire. Après l'avoir enchaîné autant de fois, à chaque esquive, la statistique faille n'augmentait plus que de 0,015 désormais. Le système retentit encore alors que Jinu bondissait vers le haut, évitant de justesse une entaille basse, et cette fois, le message frappa différemment, la statistique faille était montée jusqu'à 100. Jinu était enfin arrivé. Le Minotaure rugit une dernière fois de rage et se jeta en avant, pour que le poing de Jinu s'écrase inutilement contre son menton, tandis que sa force continuait de se vider à chaque point de statistique gagné. Jinu se moqua du Minotaure sans détour. Son pied enfonça sa corne dans la pierre tandis qu'il dominait le monstre vaincu et annonça calmement que leur temps ensemble était terminé. Notre garçon tourna la tête et regarda Anna, lui disant qu'il était temps de décider quoi faire d'elle. La fille se serra la poitrine, paniquée, demandant ce que ça voulait dire. Pour entendre que Jinu recrutait désormais des stagiaires pour quelque chose qu'il appelait la compagnie des vétérans. La bouche de Anna s'ouvrit, et elle répéta ce qu'il venait de dire. En voyant ça, Jinu déclara avec agacement que la fille n'avait pas l'air très intéressée. Puis les yeux de Anna s'illuminèrent lorsqu'elle cria qu'elle était très intéressée, affirmant qu'elle avait toujours voulu rejoindre quelque chose comme ça. Jinu loua son enthousiasme et demanda ce qu'elle pouvait réellement apporter, la forçant à vendre ses compétences sur le champ, comme lors d'un entretien d'embauche. La fille posa une main sur sa poitrine et insista que sa capacité communion serait inestimable pour la communication et la sociabilité. Jinu haussa un sourcil, peu impressionné, notant qu'il avait déjà maîtrisé cette compétence lui-même. Donc elle devait trouver autre chose. Anna jura qu'elle ne le trahirait jamais, tandis que Jinu s'approchait. Notre garçon se pencha au-dessus d'elle et la qualifia de totale déception. Quand il laissa entendre qu'un verdict arrivait concernant le stage, Anna craqua, suppliant qu'on lui laisse plus de temps.
Souriant cruellement, Jinnu était sur le point de conclure. Et quelque chose finit par sortir de la bouche de Anna. La panique la submergea lorsqu'elle cria qu'elle lui donnerait l'anneau de Brahm. S'accrochant à sa jambe en le suppliant d'épargner sa pauvre vie, la fille lâcha que son frère comptait l'échanger avec la Chine. Jinnu plissa les yeux, se demandant comment un tel objet avait fini entre les mains de la guilde du Corbeau. L'anneau doré à la gemme rouge faisait partie des meilleurs objets du premier étage, augmentant la vitesse, la résistance magique et supprimant la magie des monstres. Grâce à l'œil de vérité, Jinnu vit que Anna ne mentait pas. Elle ne le prenait clairement plus à la légère et le craignait vraiment désormais. Posant une main sur son épaule, notre garçon la félicita d'être officiellement devenue stagiaire à la compagnie des vétérans. Pendant ce temps, tout ce que Anna pouvait penser, c'était que sa vie était enfin en sécurité. Levant 3 doigts, il énonça les règles, pas de salaire pour les stagiaires, réponse immédiate quand il l'appelle, et un contrat. Anna cligna des yeux, confuse. Elle devait vraiment remplir un formulaire? Jinnu répondit par des actes à la place. Il activa rapidement la mémoire du monde tandis qu'une notification système apparaissait. Le monde réagit alors que tous les souvenirs se déployaient derrière lui dans une immense bibliothèque. Les icônes de éléments feu et de communion se formèrent dans ses mains avant de fusionner. Le panneau système réapparut alors que les deux compétences de niveau 1 allaient maintenant se combiner. Une sphère bleue apparut, et Jinnu prévint que ça piquerait un peu. Le système annonça une nouvelle compétence, marque de l'âme, rang A. Jinnu posa la main sur l'épaule de Anna tandis qu'elle tremblait, lui demandant si c'était vraiment un contrat. Notre garçon leva sa main lumineuse et demanda si la fille croyait vraiment qu'il signerait un contrat sur du papier. Puis Jinnu la félicita encore une fois d'être entrée dans l'entreprise en tant que stagiaire, pendant que Anna ne faisait que lui dire d'attendre. La fille hurla lorsque la marque fut gravée sur son visage, le labyrinthe résonnant de sa douleur. L'icône marque de l'âme apparut, avec une description limpide, le sujet doit obéir aux ordres de l'utilisateur, et la désobéissance signifie brûler de l'intérieur. Quelques instants plus tard, les portes du labyrinthe s'ouvrirent, déclarant que le labyrinthe du premier étage avait été nettoyé pour la première fois. Anna s'effondra sur l'herbe, riant de soulagement d'avoir survécu. Et de revoir la lumière du soleil après si longtemps. Une notification système apparut, leur annonçant que leur exploit serait publié au Panthéon demain. Puis elle les récompensa de 5000 pièces, ce qui la soulagea encore davantage en voyant que toutes ses souffrances payaient si bien. Jinnu appela sa stagiaire et elle revint immédiatement, répondant à son directeur. Mais alors Anna revécut un moment familier quand Jinnu exigea chaque pièce. Cette fois, il n'y eut aucune résistance, l'or afflua dans sa fenêtre de statut, poussant notre garçon au-delà des 10 000, probablement plus que n'importe quel autre joueur vivant. En la pointant du doigt, Jinnu ordonna que l'anneau de Brahm soit livré sous 3 jours. Quand elle protesta en disant que 3 jours, c'était trop court, Jinnu rassembla une énergie bleue et réduisit l'échéance à 2. Et il brûla une marque en forme de main sur son visage, scellant sa promesse. Ailleurs, des écrans d'actualité s'illuminèrent lorsqu'un officiel annonça que Dangungilt, la guilde la plus puissante de Corée, comptait défier le boss du 3e étage. Des emblèmes clignotèrent, la fierté gonflant tandis qu'il déclarait que même les États-Unis et le Japon avaient du mal à vaincre le boss du 3e étage. C'était donc au tour de la Corée du Sud. Jinnu regarda et pensa qu'il regretterait de se précipiter. Après seulement un mois, il défiait déjà le 3e étage. Après tout, notre garçon savait que cette course servait à accumuler des ressources avant que les autres n'arrivent. Mais il y avait 90 jours accordés par étage. Jinnu décida silencieusement qu'il n'y avait aucune raison de se dépêcher de monter pour l'instant. Personne n'avait besoin de mettre le pied au 2e étage, encore moins au 3e. Il savait déjà ce qui arrivait quand on forçait la difficulté trop vite, sans base solide. Tôt ou tard, tu finis par te heurter à un mur. Et une fois que ce mur est devant toi, il n'y a pas d'astuce maligne pour le briser. La seule option, c'est de recommencer depuis le début. Jinnu comprenait ça mieux que quiconque. Parce que si les monstres de ces étages étaient dangereux, ce qui attendait au-dessus était autre chose. La pression serait écrasante. La difficulté, impitoyable.
Et cette fois, il n'y avait pas de bouton « Recommencer » après l'extinction de l'humanité. De retour en ville, des lumières brillaient dans un appartement tandis que Ginu se préparait à rassembler d'abord des informations fiables sur ce qui s'était passé pendant ce mois-là. Des sacs poubelles étaient empilés près de la porte quand il ouvrit son téléphone et chercha sur le forum communauté de la Tour des Épreuves. Et comme Ginu s'y attendait, ce qu'il trouva n'était accessible que via ces gens-là. Dans un café, un homme aux cheveux gris pâle se présenta comme Litamin, aussi connu sous le nom de Human Baldmal, son avatar brandissant un cocktail Molotov. Une fille aux cheveux noirs nommée Yoko Yonhwa suivit, se présentant comme Nuclear Fist of Bulgwang District, son avatar ridiculement équipé de gants de boxe et d'une bouée. Ginu fixa la scène, réalisant à quel point ses anciens coéquipiers ressemblaient peu à leurs personnages. Il y a seulement 2 ans, ils étaient en groupe dans le jeu La Tour des Épreuves. Et maintenant, dans le monde réel. L'œil de vérité s'activa, révélant toutes les informations de Tamin. Comme prévu, il avait la capacité roi des machines, puissante et idéale pour les grandes batailles. Son seul défaut était peut-être la consommation de magie. Puis vint la fenêtre de statut de Yonhwa. Elle affichait sa capacité unique, maîtrise du taekwondo, parfaite pour un DPS de mêlée. Puis notre garçon sourit, comprenant qu'ils s'étaient associés parce qu'ils avaient des niveaux presque équivalents. Un rappel lui indiqua que la copie de capacité ne serait possible que s'ils atteignaient ensemble le 20e étage. Alors Tamin lui donna un petit coup, disant que c'était à son tour. Ginu commença à se présenter, embarrassé. Mais quand il dut dire son nom dans le jeu, il s'arrêta. Puis notre garçon admit la sombre vérité, son pseudo était Poupfart, un nom qu'il avait inventé 11 ans plus tôt. S'asseyant, il ajouta qu'il avait 27 ans et qu'il streamait autrefois sur Paprika TV. La mâchoire de Tamin tomba, surpris d'apprendre qu'il avait déjà regardé des streams sur Paprika TV. Ginu sourit simplement et balaya ça d'un geste, disant qu'il avait déjà arrêté de streamer. Tamin essaya d'alléger l'ambiance, disant qu'il pouvait enfin se détendre puisqu'ils jouaient ensemble depuis des années, et Yonhwa acquiesça à côté de lui comme si ça réglait tout. Ginu écouta, mais son esprit alla ailleurs, le sourire de Jongsu, les yeux brûlants de Hana, des gens qui parlaient chaleureusement tout en aiguisant des couteaux derrière leur dos. Pourtant, assis ici, entouré d'anciens camarades plutôt que d'hypocrites bien polis, notre garçon réalisa quelque chose. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait réellement à l'aise. Devant un hologramme de la Terre, un échiquier flottait entre eux, et Ginu absorba calmement tout ce qu'il avait manqué pendant qu'il était dans Labyrintho. La montée et la chute des grandes guildes, les tendances de streaming qui changeaient. Et un groupe de silhouettes masquées en robe qui se faisaient appeler des mots, et qui kidnappaient des gens pour farmer de l'or. Tamin haussa un sourcil, demandant enfin si Ginu avait vraiment disparu pendant un mois entier. Quand Ginu confirma, Tamin enchaîna aussitôt, demandant si notre garçon avait déjà passé le test. La cuillère à moitié levée vers sa glace, Ginu esquiva avec une question à lui, « Quel test ?» L'instant d'après, un taxi avançait lentement dans le trafic. À l'intérieur, Tamin expliqua que lorsque la tour était apparue, les joueurs avaient afflué, mais que les morts avaient explosé dès le 2e étage. La tour dominait le ciel, et l'association des éveillés avait réagi en restreignant l'accès, seuls ceux qui réussissaient leur test pouvaient entrer. Yonhwa leva le poignet, montrant la vérification par code barre que l'association des éveillés délivrait désormais. Ginu se rappela le visage du président Sanjin et toutes les pièces s'assemblèrent. Sanjin ne cherchait pas seulement à réduire les pertes. Il collectait du pouvoir en recrutant des gens puissants qui se cachaient dans l'ombre. Et Ginu sourit faiblement, planifiant déjà comment retourner ce système contre lui-même, d'une façon qui l'avantagerait. Le taxi s'arrêta devant le bâtiment de l'association des éveillés, son emblème brillant tout en haut tandis que les joueurs faisaient la queue pour être évalués. Se noter en dessous de F était estampillé comme des échecs, interdit définitivement d'accès au 2e étage, tandis que des acclamations éclataient pour ceux qui réussissaient. Les joueurs de haut rang étaient aussitôt encerclés par les meilleures guildes, et Ginu remarqua les 3 types de personnes rassemblées ici. Les désespérés qui priaient pour entrer.
les reporters en chasse de gros titres. Et les performeurs qui voulaient que le monde entier voie leur puissance. Park Hannah apparut parmi eux, avançant avec assurance à côté de son frère, Park Ha-jin de la guilde du Corbeau Noir, des caméras éclatant comme des feux d'artifice. Chaque journaliste avait déjà identifié Hannah comme celle qui avait survécu un mois dans le labyrinthe. Derrière eux marchait Kim Ki-tae, le visage fermé, alors que les journalistes se bousculaient. Ils venaient de la Fighting Father Guild. Et les journalistes ne voulaient rater aucune occasion de les photographier. Cependant, Kim Ki-tae, agacé, exigea de l'espace, demandant pourquoi il y avait autant de monde ici de toute façon. Park Ha-jin répondit qu'il ne voulait probablement pas rater une occasion, alors ils attendaient juste que des gens viennent dans l'association. Mais Kim Ki-tae n'avait pas de temps à perdre. Il dit qu'il ne pouvait pas passer la journée là pendant que les reporters attendaient. Puis Kim Ki-tae lança un regard menaçant vers le frère et la sœur et ajouta qu'il n'était là que pour les frères et sœurs de la Black Crow. Et il les menaça, disant qu'il savait ce qui arriverait s'ils gâchaient ce pourquoi ils étaient venus. Hannah et Ha-jin promirent vite qu'ils répondraient aux attentes. La sécurité commença à leur ouvrir un passage, repoussant la foule. Jusqu'à ce qu'ils atteignent Jin-Yu et ses anciens coéquipiers. Un garde le pointa du doigt, lui ordonnant de bouger. Ou alors il était sourd ou quoi? Jin-Yu demanda calmement pourquoi il devrait bouger, leur rappelant qu'il avait un numéro et qu'il attendait son tour. Ha-jin écarta le garde d'un geste brusque, crachant qu'il était incompétent, puis tourna son regard sur Jin-Yu. Il le pointa du doigt, l'avertissant qu'il faisait une énorme erreur. Quelqu'un dans la foule traita Jin-Yu de fou. Tout le monde pensait que notre garçon avait envie de mourir ou un truc du genre. Parce que qui oserait tenir tête à Park Ha-jin de la guilde du Corbeau Noir? En entendant le nom de Ha-jin, Jin-Yu comprit que c'était le frère de sa stagiaire. Notre garçon ne bougea pas d'un millimètre. Ses yeux brillèrent lorsque l'œil de vérité s'activa, le statut complet de Ha-jin s'affichant. 26 ans. Niveau 8. 1580 pièces. Capacité unique coup critique, avec des compétences comme furtivité et accélération. Mais ensuite, le système murmura quelque chose de bien plus intéressant. Si Jin-Yu maximisait sa barre d'affinité avec Park Ha-jin, il pourrait copier sa capacité unique. S'il faisait plutôt en sorte que Ha-jin le déteste, il pourrait copier l'une de ses compétences. La seconde option intéressa notre garçon. Pendant que Ha-jin continuait à argumenter, Hannah accourut. Son visage se vida de couleur quand elle reconnut Jin-Yu. Ha-jin cracha, furieux, l'accusant d'être un dingue qui refusait de bouger. Jin-Yu ne discuta pas. Il tendit la main sans se presser, attrapa l'index de Ha-jin et le brisa comme une pensée dont il n'avait plus besoin, un sourire calme se dessinant sur les lèvres de notre garçon. Et c'est exactement là que cet épisode se termine. Un seul craquement, un seul sourire. Et une guerre qui vient de trouver son déclencheur. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous en commentaire. Comme le système, on regarde toujours les réactions. À la prochaine.